Donc bonsoir et merci, merci d'être là. Donc dans le cadre de ce cycle des rendez-vous métropolitains, je pense que c'est la première fois qu'on réalisera que l'architecture peut avoir une telle part dans un projet urbain, donc avec Villeurbanne. Donc la création du centre-ville de Villeurbanne avec les gratte-ciel date de 1934. Et cette création d'un centre-ville si identifiable lui permet de se positionner par rapport à la ville de Lyon et de résister à l'annexion de cette énorme ville qui lui est contiguë. Donc la ville commence à se constituer autour du palais du peuple parce qu'en fait elle s'adresse à une population largement ouvrière et qui vit à l'époque dans des conditions d'extrême insalubrité. Après le Palais du Peuple, et avec le même architecte Maurice Leroux, jusque-là qui était inconnu, la construction de la ville se poursuit avec des immeubles de logement qui seront plus tard nommés les gratte-ciel, vu leur hauteur unique à l'époque, et qui fera de Villeurbanne un site urbanistique et architectural d'exception. Donc ces gratte-ciel offrent une typographie particulière avec leur forme à gradins disposés en alignement sur la rue, et leur fonctionnement est mixte puisque dès le départ, les rez-de-chaussée sont occupés par des commerces. Et donc c'est une histoire urbaine, et cette histoire urbaine vous sera retracée par Anne-Sophie Clémençon, qui est chargée de recherche au CNRS et qui est à l'Université de Lyon. Et c'est une histoire qui sera reprise, qui va être reprise avec le nouveau projet urbain, un nouveau projet nécessaire à cette ville qui à l'époque avait 50 à 60 000 habitants et qui maintenant rassemble à peu près 150 000, une population de 150 000 personnes. Donc ce nouveau projet, nous allons le voir avec Richard Young, qui est adjoint à l'urbanisme de Villeurbanne et aussi conseiller à la métropole de Lyon, et qui nous expliquera les enjeux de ce projet et les conditions de sa réalisation. Et Nicolas Michelin est là pour nous présenter ce projet dont il a été lauréat comme architecte de l'ensemble de l'opération. Et nous découvrirons les références historiques de ce projet qu'il conserve, et puis aussi toute la part contemporaine nécessaire pour poursuivre l'histoire de cette ville en pleine croissance. Donc on va commencer avec Madame Clémençon. Si vous pouviez nous rappeler un petit peu les étapes de la constitution de cette ville. Oui, on va faire ça, de cette histoire tout à fait passionnante. Alors, je me suis appuyée sur un livre dont vous avez la première page en face de vous, qui est un livre que j'ai coordonné en 2004 et qui a rassemblé de nombreux auteurs et qui malheureusement n'existe plus maintenant puisqu'en fait on l'a bien vendu. On va essayer de le rééditer, mais voilà, vous ne le trouverez pas. Et une des choses qui nous a intéressés en faisant ce livre, c'est la très très grande qualité de l'iconographie, beaucoup de photos, beaucoup de plans, et donc j'ai fait une petite sélection pour vous d'une trentaine d'images, et je vais m'appuyer sur ces images pour vous raconter cette histoire, si vous le voulez bien. Alors, vous l'avez très très bien dit en introduction, peut-être trois choses très simples. C'est un des plus grands chantiers de l'entre-deux-guerres en France. Les autres chantiers sont bien connus, c'est la cité de la Muette à Drancy avec Baudouin-Lotz, et puis la cité de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry. Tout ça exactement au même moment, c'est-à-dire dans les années 1920, 29, 30, 34. Voilà, tous ces projets arrivent à peu près en même temps. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi qui est importante, c'est que ça s'appelle les gratte-ciel, ça s'appelle pas les gratte-ciel pour rien, ça s'appelle les gratte-ciel parce que l'entrée de cet ensemble est constituée de deux grands gratte-ciel, vous en avez un sous les yeux,
Et à cette époque, il y en a très peu en France. C'est parmi les premiers gratte-ciel construits en France. La troisième chose qui est importante à dire, vous l'avez très bien dit aussi, mais je le répète parce que je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est que c'est un centre-ville qui est fondé sur le logement social. En général, lorsqu'on conçoit un centre-ville, la plupart du temps, on organise ces centres-villes autour de bâtiments publics symboliques. Une mairie, un hôtel de ville, un opéra, un théâtre, une maison du peuple, voilà, c'est ce qui se fait habituellement. Or là, on a vraiment une exception. On a quelque chose. Alors bien sûr, il y a ces bâtiments publics, on va les voir maintenant, mais il y a surtout cet ensemble de logements très important puisqu'il y a 1500 appartements au départ, oui, et que voilà, ce centre-ville est organisé autour du logement social, ce qui conceptuellement, théoriquement, est quand même quelque chose d'assez fort. Et on va voir pourquoi. Alors la présentation de Villeurbanne, je pense que tout le monde ici ne connaît pas forcément Villeurbanne. Je vais vous demander l'image suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc Villeurbanne est une commune qui jouxte la grande ville de Lyon. Donc vous avez sous les yeux Lyon avec ses deux fleuves, hein, le Rhône à droite, la Saône à gauche. Lyon, je le redis quand même, une des grandes villes françaises avec Marseille, bon, il y a Paris, et puis il y a deux autres grandes métropoles qui sont Marseille et Lyon et qui se disputent pour savoir quelle est la plus importante, mais ça n'a absolument aucun intérêt. Donc voilà, cette grande ville qui se trouve sur le Rhône, entre Paris et la Méditerranée pour aller vite, et à l'est, au nord-est de cette agglomération lyonnaise, de cette ville de Lyon, vous avez quelque chose qui est plus marqué, vous avez une espèce de ligne rouge, et cette ligne rouge est la commune de Villeurbanne. Donc vous voyez qu'elle se situe complètement dans la logique de l'extension de cette métropole. Oui, je vous dis. La suivante, je veux bien effectivement la suivante. Pour vous montrer à quoi ressemble Villeurbanne au moment où on va faire ce centre dans les années 30. C'est une commune ouvrière assez basse, vous voyez, rez-de-chaussée plus 3 étages maximum, avec beaucoup d'usines. Et c'est un endroit où il y a beaucoup d'immigration, donc des gens qui viennent de plusieurs pays, qui sont très, très mélangés. Et surtout, ce qui est caractéristique, on le voit pas très bien ici, mais que ce qui est caractéristique, c'est une petite ville qui n'a pas de véritable centre. Ce sont des centres qui sont éclatés, qui sont des petits centres de quartier, mais on n'a pas un centre fort, très, très, très important. Et ça va être le projet du nouveau maire qui s'appelle Lazare Goujon, qui est un projet double. Le premier projet, c'est effectivement de créer une centralité à cette commune, de lui créer vraiment quelque chose de fort au centre de la commune. Et le deuxième projet, c'est un projet identitaire. En effet, la grande voisine de Lyon a des vues hégémoniques sur cette commune, comme sur d'autres communes. Je vous rappelle que dans les années 1852, à Lyon, à Paris et dans beaucoup de villes de France, les villes ont récupéré les communes périphériques. Donc à Lyon, Lyon a effectivement intégré 3 communes, la Croix-Rousse, la Guillotière et Vèze. Et en ce début du XXe siècle, Lyon a très envie d'intégrer aussi Villeurbanne, parce qu'il y a une logique urbaine, si vous voulez. Et ce maire, Lazare Goujon, lui, pense qu'il faut donner une identité forte à cette commune pour résister justement à ce désir hégémonique de la grande voisine. Et je trouve que c'est un très très bon exemple de ce que l'architecture et l'urbanisme peuvent faire par rapport à l'identité. Je suis à peu près persuadée, je ne sais pas ce qu'en penseront mes voisins, mais je suis à peu près persuadée que si on n'avait pas construit ce centre urbain des gratte-ciel, Villeurbanne n'existerait plus en tant que commune indépendante aujourd'hui. Voilà. L'architecture et l'urbanisme, ça fabrique aussi de l'identité.
Alors peut-être la suivante, vous avez sous les yeux notre cher maire Lazare Goujon dans son bureau, qui est toujours le bureau du maire. Il est maire de 1924 à 1935. Ensuite, il va y avoir une interruption puisque les communistes vont gagner les élections contre lui, qui est lui socialiste. Et il va reprendre la mairie en 1947 jusqu'en 1954. Il est député socialiste du Rhône à partir de 1928. Dans cette histoire, il a un rôle absolument essentiel. C'est la volonté politique, c'est un leader, c'est quelqu'un qui va choisir son équipe même s'il y a des concours. Voilà, c'est vraiment l'homme essentiel de cette histoire-là. La suivante, s'il vous plaît, va nous montrer le deuxième personnage. Il y a 4 acteurs importants, 4 hommes à l'époque, pas beaucoup de femmes. Le deuxième grand acteur, c'est l'architecte Maurice Leroux, que vous avez à votre gauche, qui nous pose bien des problèmes à nous tous, parce que c'est un homme assez mystérieux. Il y a des choses, enfin, sur ce système de création, de conception de Leroux qu'on ne comprend pas très bien. Mais il était vraiment architecte? Alors justement, je vais vous raconter rapidement son histoire. En 1928, il gagne à 32 ans son premier concours, qui est le concours du Palais du Travail, donc le premier bâtiment qui est prévu pour ce projet. Il aura ensuite la responsabilité de l'ensemble des immeubles jusqu'au stadium. C'est l'homme d'une seule œuvre et il est autodidacte. Il a d'abord été assureur et maîtreur. Il a ensuite travaillé chez l'architecte qui s'appelle Lebray à Paris. Lebray fait partie de l'école Tony Garnier. Il est ce qu'on appelle patenté en 1929, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de protection du titre de l'architecte. Ça ne commence qu'en 1941. Donc en 1929, il est patenté architecte. Ses atouts, et c'est sans doute pour ça qu'il a été choisi lors du concours, et il a beaucoup d'atouts. C'est un homme qui a une culture du chantier. C'est un meneur d'hommes et c'est quelqu'un qui maîtrise les coûts, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas les coûts qui ont été prévus. Il écrit très peu, il écrit très mal, puisqu'on a retrouvé quelques écrits de lui et franchement, c'est pas très parlant. Il est peu connu, on l'a redécouvert récemment, mais à l'époque il était peu connu. Et après les gratte-ciel, il fait peu de choses. Il participe à la reconstruction de Caen, mais pas du tout avec ses positionnements plastiques et esthétiques qu'il a défendus ici. On a plutôt l'impression qu'il est en fait un peu à la botte des architectes de Caen, et il a de toute évidence souffert des conflits politiques entre les socialistes et les communistes à Villeurbanne. À partir de l'inauguration des gratte-ciel en 1934, Lazare Goujon perd les élections en tant que socialiste. Les communistes gagnent les élections après avoir fait une campagne vraiment très dure et de délation par rapport au gratte-ciel de Villeurbanne. Il y aura même des procès, enfin ça se passe extrêmement mal, et pour le maire et surtout pour l'architecte qui va disparaître, si vous voulez. Voilà, donc on peut vraiment dire que c'est l'homme d'une seule œuvre, c'est l'homme d'une seule grande œuvre, les gratte-ciel de Villeurbanne. Il y a un troisième acteur que vous voyez sur la droite, qui est déjà âgé, là, c'est dans les années 50, au moment où il prend sa retraite, c'est Jean Fleury. Jean Fleury, c'est l'ingénieur. C'est le directeur des services techniques de Villeurbanne, de 1927 à 1959, donc une très grande carrière. Il a 34 ans quand on commence ce projet. C'est donc une équipe de gens jeunes, ils ont tous une trentaine d'années. Avant, il a été à Reims et il fait partie de ce qu'on appelle la lignée des grands serviteurs des collectivités locales. C'est lui-même qui se définit comme ça. Il est formé à l'école des travaux publics. C'est le maître de la réglementation urbaine de Villeurbanne. Il influence la forme des immeubles. Il élabore le plan d'extension de 1931. Il conçoit le chauffage urbain. Il a un rôle très important. Et surtout, il a, je dis lui aussi, parce que on pense évidemment que Leroux avait cette culture-là, il a une culture très contemporaine. Il est influencé par les États-Unis, il a des références hygiénistes, et surtout il lit les travaux des architectes et des urbanistes d'avant-garde comme Henri Sauvage et Le Corbusier.
On sait en fait qu'il était familier de ces pensées-là. C'est lui qui écrit sur les gratte-ciel de Villeurbanne, c'est lui qui publie sur cette expérience, c'est le plus théoricien de la bande, je pense. Et puis un quatrième, merci, qui s'appelle Robert Giroux, qui est le deuxième architecte, mais qui n'a pas un rôle très important dans cette histoire-là. Je dirais que c'est l'architecte de la respectabilité, si je puis me permettre, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est l'inverse de Leroux. C'est un Grand Prix de Rome en 22. Il est formé dans l'atelier de Tony Garnier à Lyon, qui était l'atelier le plus connu au niveau de l'architecture. Et il est aussi formé aux Beaux-Arts de Paris. Il a une culture très classique. Son action est limitée dans le centre urbain. Il ne fait que l'hôtel de ville. Mais par contre, c'est lui qu'on mentionne dans tous les articles. Son nom revient très souvent. Et son style est différent de celui de Leroux. Il est beaucoup plus monumental, plus classique. Et il correspond bien effectivement au symbole du pouvoir municipal. La suivante, s'il vous plaît. Dans cette histoire d'architecture et d'urbanisme, il y a une autre personne qui est importante, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, c'est le grand architecte urbaniste Tony Garnier, que vous connaissez sans doute, parce qu'il a écrit un livre, La ville industrielle, la cité industrielle, qui est un livre qui a traversé le monde entier, qui a beaucoup influencé les architectes et les urbanistes de l'époque. C'est quelqu'un qui n'a construit pratiquement qu'à Lyon, à part 2 ou 3 autres bâtiments ailleurs, mais toute son œuvre est lyonnaise, ce qui sans doute ne l'a pas aidé à avoir une reconnaissance internationale. Mais en tout cas, au moment de ce projet villeurbanais, il a tout pouvoir sur ce qui est de la culture architecturale, et puisqu'il fait partie en fait du jury qui va sélectionner Leroux. Alors là aussi, bon, des choses se racontent. Donc il construit une grande partie des bâtiments publics de Lyon. Il construit aussi une cité exactement en même temps que les gratte-ciel qui s'appelle la Cité des États-Unis, qui est un peu le pendant puisque cette cité finalement elle a le même nombre d'appartements. Donc il enseigne aussi à l'école des Beaux-Arts. Son influence est absolument essentielle. Alors on a une hypothèse là-dessus. Donc vous avez sous les yeux le premier dessin connu de Leroux pour le Palais du Travail. Vous voyez que c'est un dessin un petit peu maladroit malgré tout. Ce dessin va être corrigé. Le suivant s'il vous plaît. Il va être corrigé et vous voyez que là, il va gagner effectivement en force et en monumentalité. Et on a des éléments qui nous font penser qu'il a été corrigé par Tony Garnier. Parce qu'on a trouvé des échanges où Tony Garnier l'invite dans sa maison et où il fait comprendre qu'il va un petit peu l'aider. Donc voilà, un premier dessin assez maladroit, un deuxième dessin corrigé par Tony Garnier et un troisième dessin de très grande beauté qui est en fait le dessin justement d'une des deux tours, des deux gratte-ciel, qui est signé Maurice Leroux, mais on a du mal à imaginer que le même homme a pu faire les 2 dessins que vous avez vus, celui-là et le premier. Voilà. Donc quand je vous dis qu'il y a un petit peu de secret, un petit peu de choses pas claires, on ne sait pas exactement. Il avait autour de lui des jeunes architectes qui peut-être ont fait ce dessin et que lui l'aurait signé. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas très bien. La suivante, s'il vous plaît. Juste pour vous montrer la Cité des États-Unis de Tony Garnier, qui typologiquement est très différente, puisqu'on est dans des bâtiments qui font R plus 2 étages, une cité noyée dans la nature... qu'est-ce que j'ai dit 4-5 étages, noyée dans la nature. On est dans une autre typologie. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc vous l'avez sous les yeux, béton brut. Là, on est sur du R plus 3. Alors que les gratte-ciel, voilà à quoi ils ressemblent. Je vais quand même vous montrer 2 belles photos des gratte-ciel assez récentes. La première photo, c'est celle-là, qui est attribuée à Philippe Schuller. On n'a pas la confirmation, mais il y a de grandes chances. Dans les années 1990, vous voyez donc en bas, je ne sais pas si j'ai un petit machin. Voilà, ici vous avez le Palais du Travail, qui est donc le premier bâtiment qui va être construit. Ensuite, vous avez au centre ici l'hôtel de ville construit donc par un autre architecte, et de chaque côté, vous avez là la cité elle-même avec les logements sociaux.
et à l'entrée, les 2 grandes tours des gratte-ciel. Une autre photo, très belle aussi, de Stéphane Couturier, ce grand photographe d'architecture très, très connu. C'est une photo assez ancienne, je pense des années 90 aussi. Alors, on peut s'interroger sur ce qui a influencé la conception des gratte-ciel. J'en ai plus pour longtemps, vous me dites si je suis trop longue. Une première photo peut-être qui va évoquer tout simplement les techniques de construction. Quand vous avez vu la photo des gratte-ciel avant, vous avez peut-être pu imaginer que cet ensemble était en béton. Eh bien, effectivement, il ressemble à une construction en béton, mais il n'est pas en béton. Vous le voyez là, vous avez sous les yeux une photo de la construction, et on est dans une structure métallique avec remplissage en briques. Les suivantes vont nous le montrer, puisque vous avez ici plusieurs photos du même point de vue, du même bâtiment, à quelques mois d'écart, où on voit très bien dans la première la structure métallique, la deuxième les sols en béton, et la troisième et la quatrième le remplissage en briques, et ensuite un enduit, et qui fait qu'effectivement on a l'impression d'une esthétique du béton. Donc là, on est très clairement dans l'influence des gratte-ciel américains. C'est la technique des gratte-ciel américains. Et c'est vrai qu'on a retrouvé qu'à l'époque, les ingénieurs américains faisaient une véritable propagande en France. Ils circulaient partout en France, ils faisaient des interventions pour convaincre les gens de construire de cette manière-là et pour leur vendre en fait une technique. Une autre image, voilà, très bien. Donc deuxième grande influence, c'est Eugène Hénard, qui est un urbaniste architecte de la fin du 19e siècle, début 20e, qui défend la notion du redent. Donc vous le voyez sur la gauche, c'est cette espèce de peigne qui permet de donner de la variété aux rues, qui permet de faire entrer de l'air et de la lumière. Et voilà, il oppose en fait le principe classique haussmannien à droite et son principe à redent à gauche. Une troisième influence, c'est Henri Sauvage. On va le voir sur l'image suivante. Henri Sauvage, alors lui, c'est un grand architecte de l'avant-garde que vous connaissez sans doute, qui invente une nouvelle esthétique et en particulier qui va défendre la notion de gradin, que vous voyez ici du haut jusqu'en bas, des gradins qui montent progressivement. Et donc, Leroux va reprendre ce système à la fois du gradin et à la fois du redent qu'on a vu tout à l'heure. Et dernier contexte important pour l'époque, c'est l'hygiénisme et le confort, puisque bien qu'on soit dans du logement social, on a un très haut niveau de confort pour l'époque, chauffage urbain, ascenseur, vide ordures, etc. La suivante nous montre, peut-être celle d'avant, merci. La suivante nous montre deux choses. Elle nous montre d'abord qu'au moment de la construction des gratte-ciel, au moment de leur inauguration, il y a une communication très importante autour de cette construction, de ce projet. Là, vous voyez la construction moderne, mais en fait, on a retrouvé des articles dans un nombre très important de revues étrangères, italiennes, russes, etc. Donc vraiment une belle communication autour de ce projet-là. Et ce que vous pouvez peut-être voir aussi, bon, si vous connaissez pas les gratte-ciel, vous ne le voyez peut-être pas, mais je vais vous le mentionner. En fait, ici, vous avez tout simplement une reconstruction, une espèce de représentation qui paraît extrêmement cohérente de l'ensemble urbain, alors que si on cherche dans les détails, on a quand même des éléments qui nous montrent que ce n'est pas si évident que ça, cette cohérence, que ce n'est pas si planifié que ça. Et je vais vous le montrer. Donc l'image suivante nous montre le centre des gratte-ciel de Villeurbanne, autour Villeurbanne et tout au fond Lyon. Donc vous voyez qu'il y a déjà une petite chose qui est un petit peu distordue, puisqu'on a l'impression que Villeurbanne est plus important que Lyon et qu'autour des gratte-ciel on a tout un dégradé de gabarit, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais surtout, ce qui est important de noter, c'est que
en fait, on a une fausse homogénéité. C'est-à-dire que tous ces gratte-ciels que vous voyez, en fait, dans la réalité, ils ne sont pas comme ça. Et l'image suivante va vous montrer exactement comment ça s'est passé dans la réalité. Mais dans la réalité, on a quand même des problèmes au niveau du foncier qu'on n'arrive pas, voilà, on n'arrive pas à récupérer ces parties-là qui sont blanches, vous le voyez, parce qu'il y a des bâtiments qui ont été construits il n'y a pas si longtemps que ça, que ce serait trop cher de faire partir les gens. Et donc, on a fait ici, par exemple, un travail sur mesure où on a toutes ces enclaves et l'architecte, le travail de l'architecte a été en fait de contourner ces enclaves et de construire autour. Bon, c'est pas le cas ici, mais en tout cas là c'est très net. Et ça n'apparaît pas du tout sur les représentations qui ont circulé après. Donc une recomposition pour la communication. Il y a aussi cette idée d'une fausse planification. Alors attendez, je regarde si on est bien sur la bonne image. Oui, voilà, on peut changer d'image. Là, on est encore sur la thématique de la fausse cohérence. Vous avez ici les trois redans des trois séries. Vous savez, vous avez des espèces d'ensembles comme ça. Donc vous avez ici le premier, le groupe 1 et 2, là le groupe 3 et 4 et le groupe 5 et 6. Et quand vous regardez ces trois plans, vous voyez qu'ils sont extrêmement différents, puisqu'ici on a une profondeur très importante, alors que là on a une profondeur qui est beaucoup moins importante. Sauf que si vous vous promenez dans la rue, ce que vous avez fait hier, je ne suis pas sûre que vous l'ayez noté ça. C'est-à-dire qu'en fait on a effectivement, quand on se promène, une impression de cohérence, alors que dans le détail on ne l'a pas. La planification, ça c'est quelque chose qu'on a découvert avec les chercheurs qui ont travaillé sur cette thématique. Voilà, je vais peut-être vous demander la suivante. Une des chercheurs qui s'appelle Edith Traverso, qui a fait cette représentation graphique de la progression du projet de centre urbain entre 1826 et 1926 et 1932. Bon, je vous passe le détail, on va pas tout reprendre, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de noter que c'est un projet qui s'élabore au fur et à mesure des opportunités foncières et des opportunités juridiques. C'est-à-dire qu'il y a une usine qui se libère, donc voilà, on décide d'agrandir. Il y a la loi Cornudet sur les plans d'aménagement des villes. Il y a surtout la possibilité pour les communes de participer à des entreprises privées, et ça va être la création d'une des premières sociétés d'économie mixte en France, la SVU, Société Villeurbannaise d'Urbanisme. Voilà, donc ce qu'il faut retenir sans aller dans les détails, c'est que au départ, on voulait juste construire un central téléphonique, et puis on fait un palais du travail. Et ce palais du travail, comme on ne sait pas du tout ce qu'on va faire, on va le tourner dans l'autre sens. Hein, il va être tourné vers le sud. Et puis, quand on décide d'agrandir vers le nord, on va le retourner dans l'autre sens. Enfin voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est qu'on est dans quelque chose de une sorte d'imagination pragmatique, et non pas du tout une planification en amont. Ça, c'est vraiment important, parce que ça pose toute la question de comment se fabrique la ville. Donc on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais voilà, c'est intéressant de se poser ce genre de questions. Et le dernier thème sur lequel je voulais venir vous parler, c'est le thème de la réglementation, ce que j'ai appelé une parenthèse réglementaire. En effet, il s'est passé une histoire très étonnante à Villeurbanne. Au moment où donc ces 4 hommes ont envisagé ce projet, la réglementation de voirie était une réglementation haussmannienne. C'est-à-dire qu'on avait le droit de construire rez-de-chaussée plus 5 étages, et c'est tout. On n'avait pas le droit de monter plus haut. Or, vous avez bien compris que ce projet est un projet de très grande hauteur pour l'époque, et encore maintenant, et qu'on ne pouvait pas construire avec cette réglementation-là. Donc, on a changé la réglementation. C'est Jean Fleury qui s'en est occupé. Alors, est-ce qu'il a fait la réglementation sur mesure pour les gratte-ciel, ou est-ce que les gratte-ciel ont été faits sur mesure avec la réglementation nouvelle? Enfin, on ne sait pas très bien, mais vraisemblablement, ça s'est fait ensemble. Et puis, cette réglementation, il fallait qu'elle soit contrôlée par Paris,
il fallait qu'elle soit contrôlée par une commission qui s'appelait la Commission supérieure d'aménagement, d'embellissement et d'extension des villes. Donc, cette nouvelle réglementation que vous voyez ici à gauche, qui a permis de construire les gratte-ciels, n'est pas soumise à la commission parisienne avant 1934. Heureusement, parce que quand elle revient, elle est comme ça, c'est-à-dire que voilà, elle a diminué de moitié. C'est-à-dire que si on s'était limité à cette réglementation-là, à partir de 1934, on n'aurait jamais pu construire les gratte-ciels de Villeurbanne. Donc les gratte-ciels de Villeurbanne ont été construits dans une parenthèse réglementaire. Intéressant, non? Ça doit en faire rêver pas mal. Voilà, de pouvoir faire ça. Ça vous fait rêver. Donc c'est une bonne introduction à ce qui va se passer maintenant. Bah, merci beaucoup pour tout ce panorama qui fait ressortir encore plus l'intérêt de cette ville. Et alors maintenant, on va passer à l'époque contemporaine avec vous, Monsieur Young. Donc, on change d'échelle, vu que le nombre d'habitants s'accroît. Écoutez, je vais commencer. J'étais en train de prendre un petit peu de notes pour faire un peu de structure de propos. Quelle est votre question? Alors, on change d'échelle, donc je pense que vous adaptez votre politique urbaine à d'autres surfaces. Et puis le centre-ville, il doit y avoir un attachement à ce centre-ville, et donc il faut faire avec. Oui, d'accord. La question est large. Donc. Quelques mots d'abord. D'abord, nous sommes en 21e siècle, donc c'est un petit peu différent des années 1930. Oui, la première réflexion que vous avez faite est juste. Il y avait 80 000 habitants, je crois, à peu près, dans les années 30 à Villeurbanne. C'est une ville qui a cru, qui a vu sa croissance démographique extrêmement forte au XXe siècle. C'est une ville surtout du XXe siècle, d'ailleurs. Je crois que c'était 10 000 habitants en 1900, 80 000 en 1930, ça donne une petite idée du rythme, hein, et 120 000 habitants à partir des années 60, jusque récemment, jusqu'au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est 150 000 habitants. Donc on a déjà un centre-ville qui a été pensé pour les années 30 à 80 000 habitants, c'est une première réflexion, et qui n'est pas tout à fait à l'échelle des 150 000 d'aujourd'hui. La deuxième idée, c'est que l'urbanisme, depuis Lazare Goujon, s'est développé autour des gratte-ciels, et cet urbanisme-là a rendu les gratte-ciels insulaires, c'est-à-dire ça reste une œuvre monumentale, intéressante, qui était vue de loin dans le paysage urbain de l'agglomération dans les années 30, quand on voit les photos, mais qui aujourd'hui, on garde quelques points de vue de la monumentalité, mais c'est tout. Les immeubles ont poussé autour, et surtout sans prolonger le geste, au fond, qui est nord-sud ou sud-nord, comme vous voulez, mais qui était un geste urbain fort, un peu politique quand même, parce que les tentatives d'annexion de la ville de Lyon ne remontent pas au début du XXe siècle, elles étaient beaucoup plus anciennes. Le dernier maire de Lyon qui a voulu annexer Villeurbanne, c'était Victor Augagneur et non pas Édouard Herriot, donc c'est 1880, etc. Il était muté dans les îles après. Il y a même eu un référendum à un moment où les Villeurbanais ont refusé. Enfin, c'est vrai que Lyon s'est construite par l'absorption de différentes communes, et que la ville de Villeurbanne s'y est toujours opposée. Donc de cette manière, ça fait une culture après. Hein. Ça fait culture, oui, et c'est un peu toujours le cas. Hein. Aujourd'hui, c'est la métropole de Lyon. Alors auparavant, c'était la communauté urbaine de Lyon, imposée par la loi. Bon, donc Lyon et Villeurbanne, c'est resté des rapports, parfois conflictuels. Aujourd'hui encore. Même si c'est la métropole de Lyon. C'est comme ça, ça fait notre culture. Mais Villeurbanne et Lyon, c'est 650 000 habitants les deux, donc Villeurbanne c'est un tiers de la ville de Lyon, et l'ensemble, les deux, c'est le bassin centre de la métropole, et c'est la moitié de la population de la métropole de Lyon. Donc le destin est commun. Et dans ce tissu urbain, je reste quand même à cette échelle métropolitaine, parce que il y a un plan de développement qui a été adopté par le CEPAL, le syndicat prévoyance, de l'agglomération lyonnaise, enfin, qui fait le SCOT, qui prévoit un développement multipolaire. C'est-à-dire, c'est l'idée d'éviter les déplacements superflus, de ne pas faire venir toute la population dans le centre-ville de Lyon, et que différentes polarités se développent dans le territoire, dont la polarité de Villeurbanne qui se dessine toute seule, parce qu'elle a une unité d'habitants qui est suffisante. Il y a cette réalisation des gratte-ciel qui s'impose, et ça se dessine comme ça. Mais on n'était pas encore... Donc vous voyez que dans l'ensemble métropolitain, même si c'est parfois chien et chat, on a un destin commun,
Ça c'est voilà. Il y a une politique de développement. La compétence urbanistique est métropolitaine aujourd'hui. Hein. Et puis le tissu villeurbanais, lui, méritait cette mise à l'échelle parce que la population a doublé. Donc on se retrouve là dans un contexte. Maintenant, quand on regarde ce qu'a été cette œuvre, enfin l'histoire qui vient de vous être rappelée, qu'on est élu et qu'on se dit qu'il faut donc à peu près doubler le centre-ville, hein, doubler la surface commerciale, parce que par ailleurs les commerces vivaient pas mal, mais c'est un commerce de proximité. Il a changé un petit peu d'échelle et puis il a tendance autour se développent d'autres centres commerciaux. Donc la Soie, le Carré de Soie, la Part-Dieu, qui s'étend de manière phénoménale. Il y a encore 600 000 mètres carrés de bureaux qui vont être développés, hein, plus ce centre commercial. La Cité internationale aussi, où se trouvent des grands cinémas. Donc quand on ne fait rien, en creux, ça affaiblit les gratte-ciel. Il y a ça aussi, stratégiquement. Donc il fallait pour toutes ces raisons, commencer à penser à cette mise à l'échelle, et puis à l'échelle plus locale, celle de Villeurbanne même, que ce centre-ville retrouve sa fonction de centre-ville, c'est-à-dire au service d'autres quartiers. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui, ni pour le commerce, ni pour les déplacements. Et alors avec ça, vous êtes bien avancé, parce qu'il faut ensuite réfléchir à comment faire. Pour les acquisitions foncières, elles avaient un petit peu commencé auparavant, parce que il y a toujours eu quand même plus ou moins l'idée, depuis pas mal d'années, de prolonger le centre-ville. Bon, c'était un peu latent, disons, et de temps en temps, il y avait quand même des acquisitions. Mais c'est vrai que le développement urbain s'est fait, quand on voit au nord du Courray-Mizola, qui est la limite nord des gratte-ciel, quand vous voyez les réalisations, c'est à pleurer. Hein. Ça a été fait dans les années 60, c'est vraiment... enfin bon, voilà, on regrette ces gestes. Et ensuite, il a fallu se poser la question donc du comment faire. Est-ce qu'il fallait faire une pâle copie de Maurice Leroux dans ses mystères? Évidemment, ça paraît pas intellectuellement très satisfaisant. Est-ce qu'il faut faire un urbanisme de rupture en disant tiens, il y a de la hauteur, on va faire des petites maisons? Je fais évidemment une caricature, je précise. Est-ce que et puis même avant tout ça, il faut se libérer des formes, parce que l'expression formelle des gratte-ciel elle est forte. Si vous avez l'occasion de visiter, d'ailleurs faites signe, je pourrais au moins organiser une visite où vous verrez de l'intérieur, l'appartement témoin, un peu. On a un appartement municipal au 14e étage d'une tour, ça vaut la peine, je vous assure. Donc si vous deviez y passer pour une raison ou pour une autre, je sais pas s'il y a une organisation, faites signe. Oui, donc il faut s'extraire des formes aussi, c'est-à-dire faut revenir à du projet. Lazare Goujon, c'est un médecin. Le mouvement, c'était l'hygiénisme, un corps sain, une âme saine, une pleine santé, etc. Il fait beaucoup pour cette ville, parce que dans le palais du travail que vous avez cité, il y avait le centre d'hygiène, c'était très rare à l'époque. Hein. Il a acquis des centres pour les enfants à l'extérieur, dans l'Ain et dans l'Isère, voilà, parce qu'on séparait les filles et les garçons à l'époque, c'est pour ça. Il en reste toujours un. Aujourd'hui encore, 80% des enfants de Villeurbanne vont dans l'un de ces lieux, c'est un vieux château, et aujourd'hui c'est l'éducation à l'environnement, d'autres choses s'y passent, mais on est toujours sur cette politique-là, en fait, sur le bénéfice de cette politique qu'il a initiée, qui ne se résume pas à l'architecture et à l'urbanisme, et à tout ce mouvement voilà, hygiéniste. Et c'est le projet politique, en réalité, qui a préexisté à cette forme, parce qu'ils ont trouvé Maurice Leroux, après avoir réfléchi. Lazare Goujon était un homme, manifestement, qui avait cette pensée-là, hygiéniste, puis qui avait une idée du développement de la ville, quoi. Et les gratte-ciel, il faut se représenter qu'à l'époque, le logement à Lyon, c'est quelques étages, 6 étages à peu près, hein, du chauffage au charbon, une ville noire, comme Saint-Étienne, comme bien d'autres villes, parce que le chauffage c'est comme ça. Là, c'est du chauffage central, avec une unité de production de chaleur urbaine, des calories qui étaient vendues aux entreprises alentours pour que il n'y ait plus des cheminées qui polluent, parce que c'était ça aussi. C'était un projet sportif, puisqu'il y avait le travail, les syndicats, ça c'est le palais du travail, la culture, le théâtre de la Cité, qui est aujourd'hui le théâtre national populaire, toujours, depuis 1972. En dessous du théâtre national populaire, il y a une piscine, vous l'avez pas cité. Mais voilà, c'était la préoccupation du sport, elle existe toujours. Hein. Et puis il y avait le projet de stadium, donc de grands complexes, enfin une enceinte sportive, une enceinte sportive, pardon, que Lazare Goujon n'a pas pu réaliser lorsqu'il a perdu, enfin avant de perdre les élections. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'un des groupes n'ait pas été construit, ça se voit pas bien sur les photos, hein, vers la place Lazare Goujon, n'a pas été réalisé parce qu'il l'a sacrifié. Il fallait de l'argent au profit du projet de stadium. Il a fait un choix sacrificiel, voilà. Et cet homme a en plus inventé effectivement l'outil de ces sociétés d'économie mixte, la Société Villeurbannaise d'Urbanisme, qui existe toujours, j'en suis vice-président, qui gère à la fois les commerces et les logements,
Et nous voilà donc embarqués dans tout ça. Donc le projet politique, il a préexisté à tout ça. Et donc la question, elle était aussi, que voulons-nous faire dans cette ville? Enfin, quel développement? Comment voulons-nous y vivre? Dans quelle étagère? Enfin, tout se pose comme question. Hein. Et comment allons-nous faire aussi? Parce que mon analyse, quand moi je suis devenu adjoint en 2008 à l'urbanisme, je n'y connaissais pas grand-chose. Et j'ai donc eu un élan d'humilité, vous voyez, qui était de se dire me v'là bien embarqué. Et donc, quand on connaît pas, ce qui est bien, c'est de parler beaucoup, d'échanger énormément. Et puis il y a un rapport aux habitants aussi, qui n'est pas celui du XXe siècle et qui n'est pas celui des utopistes. Et aujourd'hui, les choses se passent différemment. Personnellement, je trouve que c'est une évolution tout à fait à la fois remarquable et souhaitable. Et donc on s'y est pris un petit peu autrement. Et on a un peu inventé en marchant. Alors, on a commencé par s'y mettre et à annoncer par des conférences, c'est la méthode qui a été choisie, l'intention du projet, et nous l'avons fait avant les élections de 2008. Parce que je participais déjà, c'était en 2007, ce qui permettait aussi, parce qu'il faut prendre le temps électoral en compte, hein, ça permettait aussi d'avoir un projet qui s'inscrivait juste avant les élections, 6 mois avant. Les gens donc pouvaient être au courant des intentions de l'équipe qui le présentait. Et puis les élections étant gagnées, on peut considérer qu'il y avait un premier pas acquis. Dans ce premier pas acquis, donc, il y a eu 3 conférences. Je me les rappelle pas toutes là comme ça va me revenir. La première, c'était avec Philippe Madec justement, qui était venu avec des étudiantes, qui ont fait un travail très intéressant, qui était de se dire, sont pas du tout intéressés aux formes urbaines et à l'architecture. Ils se sont simplement dit, qu'est-ce qu'on peut faire 10 minutes à pied autour des gratte-ciel ou 1 kilomètre, ce qui est à peu près le temps de trajet. Et donc, à partir de là, ils ont décliné ce qui pouvait se faire, ce qui se faisait donc vers 2007. Enfin, bon. En tout cas, c'était très intéressant de nous ramener à l'essence d'un projet qui est ce qui existe avant la forme urbaine. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la ville? Est-ce qu'on va y trouver des commerces, de l'emploi, pas de l'emploi, des arbres sur les tours, enfin ce qu'on veut, mais en tout cas, il faut y penser. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Il y avait une deuxième conférence qui était plutôt développement durable. On était en 2007, hein, donc il n'y avait pas la culture d'aujourd'hui encore. Et puis une troisième conférence avec un certain Nicolas Michelin, d'ailleurs, qui concernait cette pièce des gratte-ciel. C'est quoi votre thème? Je ne sais plus. L'ensemble. Oui. Voilà. Alors, je précise une petite chose, c'est que les gratte-ciel, ce sont du logement social depuis les années 90. Le logement social, au sens où on l'entend aujourd'hui. Petite précision, parce que dans les années 30, c'est un logement moderne. J'ai dit comment était l'habitat à Lyon. Les gens ne voulaient pas y habiter parce que c'était haut, ils avaient peur. Les élections ont été perdues en 1935 parce que les communistes ont accusé Lazare Goujon d'avoir fait des appartements petits bourgeois. Voilà. Parce que c'est la bataille entre les communistes et les socialistes. C'était trop chic, quoi. Et c'est des petites surfaces, mais c'est vrai que c'était propre, c'était aéré, il y a du soleil, des terrasses, des ascenseurs double vitesse, du chauffage central, enfin c'était vraiment très moderne, quoi. Hein. Et c'est devenu du logement social dans les années 90 parce que les gratte-ciel ont été, ils sont devenus patrimoniaux, enfin la prise de conscience patrimoniale est venue progressivement. Lazare Goujon est mort en 63 ou 64, je sais plus, il n'a pas vu vraiment la réussite, et les commerces étaient vides encore, hein. Lui était persuadé d'avoir fait une œuvre remarquable, manifestement, mais il n'en a pas vu la réussite réelle. C'est à partir des années 60 que les commerces ont fini par investir. C'est récent en fait, hein, et ça finit par bien fonctionner. Ça a mis beaucoup de temps. Alors ça rend un peu humble aussi parce que il n'a pas vu la réussite. Vous voyez, on sait ce qu'on peut faire quand on rate, mais on ne sait pas forcément si on va réussir quelque chose non plus. Donc c'est intéressant ça aussi comme réflexion, se dire il n'y a pas que sa petite personne, il faut travailler autrement. Et donc la valeur patrimoniale est venue, et puis du coup les gratte-ciel sont dégradés aussi, il a fallu les rénover, et l'ensemble est monumental, donc il a fallu négocier, c'était l'œuvre des années 90, c'était Gilbert Chabroux, après la mort d'Ernu, qui a été de négocier de l'argent avec l'État et d'autres pour pouvoir les rénover, et la contrepartie était de faire entrer les logements dans le système du logement social. Donc c'est devenu du logement social. Aujourd'hui, il le serait de fait parce que ce sont des petites surfaces d'appartements. La brique et le fer, c'est sonore aussi, hein. Donc ça ne pourrait pas être des loyers très élevés. Mais c'était pas l'intention initiale en tout cas. Donc voilà, le projet politique. Et donc on a travaillé surtout avec des habitants en fait. Donc le premier urbaniste était Christian de Villers.
On a travaillé là sur les fondamentaux, l'existant, le bâti, on ne veut pas réinventer, on ne partait pas d'une feuille blanche non plus. Hein. Les contraintes, les immeubles qui sont là, celui de Monoprix par exemple, l'hôtel Ariana, qui est une autre contrainte au nord, une copropriété, enfin bon, vous voyez comment on fait. Les premières questions, c'est fallait-il prolonger l'avenue Henri Barbus ou pas, par exemple? C'est pas une évidence folle, en tout cas ça se réfléchit. Donc tout ce travail-là a été fait essentiellement par, on va dire, les techniciens un peu élus, Christian de Villers à la base, mais très vite nous avons organisé les choses vraiment autour des conférences et autour du travail en atelier avec les habitants. Alors c'est pas uniquement, comment dire, du blabla que je vous sers, hein, c'était du travail réel. Ça a été des habitants qui se sont impliqués, pour les plus impliqués, une centaine de personnes à peu près, dans une période assez intense de 6 mois, un atelier par semaine. Enfin, d'ailleurs, c'était leur contrat, il fallait qu'ils s'y engagent. Donc, c'était vraiment intéressant, comme élu aussi, parce que quand on se décide et que manifestement le prolongement de l'avenue Henri Barbus se dessine comme quelque chose qui paraît souhaitable, c'est un premier point. Cet espace va-t-il être piéton ou pas piéton, par exemple, ça pose des questions, mais et en travaillant comme ça s'est fait naturellement et très simplement. Donc c'est assez intéressant, et puis différentes idées, ça fait un peu de culture commune aussi. Il faut combattre aussi les tendances, par exemple vouloir avoir 2 voitures ou 3 voitures en ville, voilà. Donc non, voilà, on fait des choix aussi. Donc tout ce travail s'est fait comme ça, petit à petit, avec bien sûr un travail assez intense des urbanistes, faut pas rêver, mais malgré tout, il s'est fait au long cours, il a été un peu scénographié aussi, parce qu'il faut de la communication, de sorte que ce soit pas simplement un projet, j'allais dire pondu à quelques uns dans un bureau, comme ça l'a été dans les années 30. On n'est plus à la même époque. Voilà. Et c'est pas plus mal. Mais on a d'autres enjeux aujourd'hui. Mais l'idée de la centralité, elle s'est imposée de fait, quoi. Bah, les gratte-ciels sont le centre de Villeurbanne. De la prolongation de la centralité. Pardon? Ouais. De la prolongation du prolongement. De la centralité. Oui. Oui, alors on a un effet couloir à force de prolonger, mais en fait on pense aussi dans l'épaisseur. Donc je ne vais pas rentrer dans le PLU et tout ce qu'on a prévu, mais là la zone d'opération au nord des gratte-ciels existants, elle est de 7 à 8 hectares à peu près, 7,9 je crois. Vous l'avez là? On l'a en dessin, elle est aussi plus large que l'emprise des gratte-ciels au sud. Elle va vous voyez, ce qu'on voit la salle des gratte-ciels qui est une salle de sport à l'ouest, jusqu'à la rue Bourget qui est à l'est. Voilà, et le prolongement de Barbus, on le voit derrière moi, derrière mon doigt. Donc c'est beaucoup plus épais, j'allais dire. Oui, ça n'a jamais posé de question la centralité, parce que les gratte-ciels sont la centralité. Et puis parce que au nord de tout cet axe, on a un secteur qui s'appelle le secteur de la Doua, qui est un pôle universitaire très important, 25 000 étudiants, 5 000 chercheurs. Et donc l'une des idées, c'est cet axe nord-sud qui part de la Doua, passe par les gratte-ciels, passe par la gare de complément de Villeurbanne. Ça va être matérialisé par une ligne de transport qui s'appelle de tram qui s'appelle T6, de son petit nom qui n'est pas encore réalisé, et qui va rejoindre le pôle des hôpitaux Est, réalisé par Tony Garnier, et Gerland, au sud de Lyon. Vous voyez, on s'inscrit quand même dans le tissu métropolitain. Juste une petite dernière question. En fait, l'opérateur qui était la société villeurbanaise d'urbanisme, elle a dû changer elle aussi d'échelle avec ce projet qui devient métropolitain. Alors, enfin, c'est peut-être pas le moment d'en parler. Si, c'est très très important. C'est très important parce que on peut parler de tous les projets qu'on veut. Si on n'a pas les outils pour les faire, on ne les fait pas. Hein. La société villeurbanaise d'urbanisme n'était pas dans les plans initiaux du développement des gratte-ciels. Voilà. Mais nous l'avons mise dans les plans d'aujourd'hui pour différentes raisons. La première chose, elle est là. Elle existe, elle est une SEM. Donc c'est déjà pas mal. Mais elle n'est pas à la mesure du projet. Donc la première conclusion, c'est comment on transforme cette SEM. D'abord, pourquoi ? La deuxième chose, c'est que il y a aussi la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire les surfaces commerciales aujourd'hui sont l'objet de financiarisation excessive. Les grands groupes, par exemple alimentaires, pour prendre cette caricature-là, je dis caricature parce que vraiment, ça devient, voilà, ils financiarisent des mètres carrés. On n'a pas besoin d'avoir autant de surface alimentaire, ça n'est pas vrai. Vous n'avez qu'un porte-monnaie, qu'un compte en banque, peut-être 2, mais enfin, vous n'avez qu'une seule ressource et vous n'avez pas besoin d'avoir autant de magasins. C'est de la financiarisation de mètres carrés. Et donc, il y a tout un modèle économique qui consiste à avoir des cabinets spécialisés qui vous font des calculs un peu fictifs sur ce que sera la valeur de ces locaux en 2030. Voilà. Ça n'existe pas, hein, ça n'existe jamais. Mais c'est une petite histoire qu'on vous raconte comme ça, mais c'est à partir de cette histoire qu'on va déterminer des valeurs
Et c'est à partir de ces valeurs qu'on va déterminer des investissements. Et c'est à partir de ces investissements qu'on va vous dire qu'il faut des grands groupes spécialisés dans le choix des commerces, etc., pour faire venir les enseignes, etc. Bon, ça c'est la petite musique habituelle que vous trouverez partout. Bordeaux, Lyon, Paris. Et nous n'avons pas voulu faire comme ça. Alors peut-être parce que c'est le tropisme villeurbanais, je ne sais pas. Mais c'est par expérience. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs où ça se passe comme je vous le dis. Et puis au bout de quelques années, quand les structures commerciales ont été amorties au bout de 9 ans, il y a une déshérence. Il y a des enseignes qui s'en vont. Et on finit par trouver guichet automatique de banque. L'enseigne alimentaire, elle est toujours là, elle. Et puis quelques kebabs ou autres. Enfin, peu importe, c'est très bien qu'il y ait des kebabs, j'ai rien contre. Mais toute la structure initiale, elle a disparu ou elle disparaît. Et ça se paupérise. Parce qu'il n'y a pas de maîtrise commerciale des baux. Donc l'idée a été de réactiver en quelque sorte cet outil, la Société Villeurbannaise d'Urbanisme. En réalité, ce sera une filiale dédiée au commerce et qui sera propriétaire des murs et des rez-de-chaussée commerciaux. Ce qui permettra de faire les divisions au volume, de prévoir aussi un rythme de vie des commerces différents de celui du logement qui sera au-dessus, parce que c'est pas tous les 10 ans il faut refaire un centre commercial, par exemple. C'est pas un centre commercial, hein, c'est du commerce de rue. Mais il faut qu'il y ait une unité de gestion qui permette de garder cette attractivité. Et encore une fois, Gratte-Ciel aujourd'hui se trouve entre Carré-de-Soie et La Part-Dieu. Il faut toujours avoir différentes échelles en tête. On ne peut pas juste raisonner chez soi, en quelque sorte. Ça ne fonctionne plus comme ça. Voilà, merci beaucoup. On va passer au projet de Nicolas Michelin. Mais d'abord, la première question, c'est comment penser une transposition ou une prolongation d'un quartier devenu historique avec des enjeux contemporains, complètement en transformation. On va regarder cette réponse à cette question qui est énorme. Je regardais les yeux de Maurice Leroux, là, du patenté en architecture, et je regardais dans son visage quelle lumière il avait pour pondre ce projet en métal comme ça d'un seul jet. Comment on est arrivé là, l'agence ANMA, mon agence, par cette conférence qu'a évoqué Richard, on a pu prendre connaissance un peu des gratte-ciels que j'avais visités, parce que je m'y étais intéressé au moment où on travaillait sur l'urbanisme. Et puis, je profite de cette image pour vous montrer ici le lycée qui est là, et qui empêche toute prolongation de Barbus, qui empêche le projet en fait, qui n'empêche pas le projet, mais pour faire ce projet des gratte-ciels nord, ou des gratte-ciels, la prolongation des gratte-ciels, il faut déplacer le lycée. Voilà. Il se trouve que Villeurbanne lance un concours de lycée, et que, avant qu'on soit urbaniste des gratte-ciels, bien avant, l'agence remporte. Donc voilà, on met le pied parce que c'est nous qui allons réaliser le futur lycée. Donc c'est important. Parce que quelque part en face de Maurice Leroux, voilà, du collège Maurice Leroux, on va faire ce lycée. Il y a la salle des gratte-ciel. Il y a la très belle référence des HBM Marius Pin que j'adore, qui est un peu plus tardif. Et puis tout ça va être démoli pour prolonger les gratte-ciel. C'est juste profiter de cette image pour vous donner un petit peu le contexte. Donc j'arrive avec ce lycée et ensuite la ville organise un concours d'urbanisme, un appel d'offres d'urbanisme pour faire suite au projet développé par Christian de Villers. Je me présente, on est retenu, on a donc une forme de concours d'une présentation d'une offre et d'un oral de 1 heure ou 2, je sais pas que ça avait duré 2 heures, sur plusieurs urbanismes, et on est choisi. Alors on est choisi sur une attitude, je dirais. Je crois, j'avais pas de projet à l'époque, j'avais une attitude urbaine qu'on développait dans l'agence ANMA à travers nos projets urbains, une envie très forte de modernité à travers les gratte-ciel, mais qui soit composée, l'idée d'une ville dessinée, voilà, qui est le contraire d'une ville extrudée. On pourrait dire que aujourd'hui, dans la pensée urbaine, il y a une pensée française qui est une certaine pensée française qui est de dessiner la ville. Je fais partie des urbanistes qui pensent qu'il faut que nous, en tant qu'urbanistes en chef, architectes urbanistes en chef, on doit dessiner la ville. Alors ça surprend beaucoup de confrères et beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. Et puis d'autres qui pensent que on peut donner des grands principes, des grandes lignes et qu'on peut extruder, juste faire des plans de principes et puis s'en remettre à la faisabilité successive des îlots. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui pense qu'au contraire, ça ne bride pas la création des architectes, mais ça
ça dessine la ville. Et vous voyez ce dessin auquel on a abouti, donc je vais vous montrer comment on est arrivé là, mais c'est juste pour vous dire que il y a la prolongation des gratte-ciel. Il y avait l'idée de Christian de Villers de faire, non pas Henri Barbus-Prongé, mais une place publique perpendiculaire pour tendre vers la salle des gratte-ciel et puis vers le lycée. Et donc, une structure qui a été donnée par toutes les études préalables par le plan de Villers. Alors, il y avait une première image de ce qui est sorti dans la presse, une deuxième image de ce qui va être là. Et une troisième image, c'est du volume, et c'est du volume percé, mais je vais y venir. Une quatrième image. On a toutes les images à ce moment-là, en fait. Alors, juste très rapidement, très rapidement, parce qu'on va être trop long, 4 ou 5 thèmes qu'on avait développés un peu au début, l'intensité, pour ne pas dire la densité. Beaucoup de débats sur la densité aujourd'hui sont très compliqués pour les élus, parce que le maire bâtisseur, c'est pas forcément un maire qui est réélu. On connaît cette histoire, on connaît le frein à main qu'ont certains élus dans certaines villes de la métropole parisienne, de la métropole lyonnaise, qui veulent plus construire pour être sûrs d'être réélus. Donc quand on parle de densité, c'est compliqué. Donc moi je parle de densité vertueuse, avec tout ce que veut dire la densité vertueuse, l'intensité et la qualité d'usage et les angles et perspectives. Alors une série d'images 1960 plutôt, je pense, sur ces images-là. Enfin, j'en suis pas sûr, mais plus vieux, ouais. Il y a quand même un déjà succès des gratte-ciel, voilà, années 30, ouais, années 30, voilà, 30. Donc, voilà. Les gratte-ciel aujourd'hui, une certaine intensité, hein, on est chez soi, mais on est aussi chez le voisin, on fait partie d'un tout, quoi. Alors, les intensités chinoises, c'est pas les mêmes, mais c'est intéressant de montrer cette architecture internationale, ce style international qui s'exporte un petit peu partout et qui génère, là on est à Shanghai, dans une ancienne gare, sur un quartier sur lequel j'avais travaillé, avec, voilà, c'est plus de l'intensité, ou Hong Kong, hein, avec des collages, comme ça on a l'impression les images de couturiers montrent bien ce que c'est que la densité, ou les villes hollandaises qui travaillent aussi sur cette densité, des densités à toiture, une quantité de choses. Et puis quand on regarde un petit peu plus précisément les centres-villes, je parlais d'intensité et de skyline, et je pense que les choses sont supportables en hauteur, c'est mon avis personnel, c'est un peu l'avis de l'agence, quand la cinquième façade, la toiture, elle est dessinée. Alors elle peut être en agriculture urbaine aujourd'hui, mais elle peut être aussi dessinée, coiffée, là on est à Budapest, ou interprétée comme l'on voit ici sur ces exemples à Paris, et on est à, je sais pas, excusez-moi. Voilà. L'intensité urbaine, c'est aussi des formes de symétrie, c'est des choses assez étonnantes, mais cette petite place à Paris, juste derrière, dans le quartier du Marais, où on a comme ça des collages symétriques comme on peut trouver dans les villes italiennes, où ça peut donner, dans les immeubles des années 30, ce type de travail sur les façades, c'est-à-dire les beaux windows et les décrochés qu'a retrouvé avec des traductions viennoises du beau window. La deuxième idée, je vais très vite, qui avait été déjà sortie par Christian de Villers et son agence, c'est l'histoire du socle. C'est une notion que personnellement je n'aime pas beaucoup, parce que le socle a tendance à unifier la rue. Et beaucoup d'architectures se font aujourd'hui avec des socles en béton matricé, pour que les architectures se retrouvent toutes bien encerclées par quelque chose. J'ai beaucoup de mal, moi, avec le socle, parce que je trouve que ça stérilise les rez-de-chaussée. Et quand on regarde les villes aujourd'hui, que ce soit Paris ou Marseille ou Lyon, quand on marche dans une rue classique, tous les 15 ou 20 pas, ça change d'architecture, ça change de matériaux, ça change. Et je pense que les socles contemporains qui enserrent les architectures font que... Je marchais dans Montpellier l'autre jour, dans le quartier, l'urbanisme est prescrit des socles, et ben on marche le long de rues qui ont des socles de chaque côté, à droite et à gauche. Certes, le béton matricé est très beau, mais on ne peut pas dire que l'intensité urbaine, la vie de la rue est intense. Donc le socle, sur les gratte-ciel, c'est un socle qui est très 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 occupé par le commerce. Petit commerce, assez fragile quand même, par endroits, mais assez vivant. Et Maurice Leroux, voulant continuer cette idée de hauteur de socle, on verra, il vient créer une façade qui ne sert à rien, vous voyez, au premier étage, une espèce de continuité urbaine pour donner cette idée d'horizontalité, on va y revenir. Les socles, là on est à Palerme, évidemment, c'est le désordre, mais c'est une chose assez incroyable que de voir la façon dont s'approprie. Là on est à Istanbul, où les commerces montent carrément sur plusieurs étages. Là on est à Paris, avec des socles plus opaques sur les dénivelés, pas loin d'ici. Et là, un exemple absolument magnifique, je peux pas m'empêcher de le citer, c'est Pouillon, à Boulogne, sur ses entrées, ses perspectives et ses socles habités, en fait. On sait, c'est pas vrai qu'on sait pas habiter au rez-de-chaussée si on a des très grands logements, des logements en double hauteur.
on peut travailler au rez-de-chaussée et vivre au premier étage, des choses comme ça. On sait habiter les socles. C'est pas vrai qu'on est obligé de faire du commerce ou des locaux à vélo dans les rez-de-chaussée. Nous, on avait beaucoup travaillé sur cette mixité de commerce au rez-de-chaussée, de bureaux en étage et de logements au-dessus dans les premières opérations à Metz que je montre ici parce que c'était à l'époque trouvé comme quelque chose de pas possible, ou des îlots extrêmement complexes comme ici à Bordeaux, c'est l'image du concours, où on a carrément ici des équipements publics, une médiathèque, un gymnase, un parking silo intérieur qu'on voit pas, une crèche à l'étage, des logements sociaux, des logements accession, des toits habités, des terrasses plantées, un peu un combi comme ça de plein de choses. Et ce projet, quand on l'a présenté, on nous a dit c'est pas possible de le faire. Il se trouve qu'on avait les bons promoteurs et la bonne maîtrise d'ouvrage et l'envie aussi de la ville de Bordeaux de réaliser ce projet, qui est réalisé, qui est extrêmement dense. Hein. Il est avec un COS de 3,5-4 et il est en plein Bordeaux et ça passe très bien. Et on voit un petit peu les principes de coupe. Là, vous avez les parkings intégrés, les équipements. Ça, c'est de l'expérience qu'on prolonge en ce moment sur Montpellier. On a carrément des socles, justement pas des socles, des architectures qui descendent jusqu'en bas, mais des cœurs d'îlots complètement habités. Et on a repris cette idée sur les gratte-ciel. Je crois qu'on va y venir tout à l'heure sur les cœurs d'îlots, parce qu'il y a quand même des îlots avec des cœurs, avec des surfaces plantées, des surfaces cultivées, jusqu'à des arbres, et de la mixité programmatique à l'intérieur, avec des coupes assez compliquées de parking, parce qu'on ne voulait plus enterrer les parkings. Et puis ça, c'est d'autres tentatives sur la ville de Caen, de bâtiments avec des grandes hauteurs, qui mixaient avec des petites hauteurs, et des socles habités, avec des rez-de-chaussée, des jardins suspendus. Je vais très vite, parce que sinon je serai beaucoup trop long. Et puis la dernière chose, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est d'habiter le ciel, les toits, les terrasses, qui était un peu le thème des gratte-ciel, parce que vous allez voir par la suite, quand on monte ce projet des gratte-ciel, on a été un peu pris à partie par vous faites des toits sur les gratte-ciel, ça veut rien dire. Maurice Leroux vous avez montré plusieurs formules de ce couronnement de ces bâtiments. Moi, je suis assez contre les bâtiments qui se terminent par une toiture terrasse à l'étage 15, et puis après, il y a l'édicule des enfumages ou d'ascenseurs. Je pense habiter le ciel sur les gratte-ciel, on le voit bien sur ces terrasses successives, c'était le thème extrêmement important. On voit comment ces terrasses sont habitées, pas les dernières d'ailleurs, mais au moins au fur et à mesure par des gradins. Et c'est assez intéressant. Nous, on a travaillé pas mal là-dessus. Alors ça, c'est une image de Christian de Villers. Je la montre parce qu'il faut rendre hommage à son travail, où il a déjà l'idée de socle commercial, de surface plantée et d'objets pas en rapport avec les bâtiments de Maurice Leroux, aléatoires, de cubes aléatoires qui sont posés sur un socle commercial. C'était parti un petit peu là-dessus, vous en verrez quelques images. Moi j'adore les images les choses qui parlent avec le ciel. Là c'est le temple du ciel en Chine, ça c'est Gaudi avec ses surfaces éclairées, ça c'est à Alger avec ses espaces intermédiaires et ses galeries commerçantes en étage, et ça c'est à Paris où des expériences à Vienne où les salles de bain sont carrément en toiture ouvertes plein pot. Voilà, et ça c'est des expériences qu'on a fait récemment sur l'État. Et les cheminées de ventilation naturelle qui sont un thème de l'agence, qui permettent de couronner ces bâtiments assez hauts. Alors, je ne vais pas dans tous les sens, je termine avec la dernière référence qui était l'espace public au sol, la matière et la couleur. C'est vrai que sur le cours Henri Barbus, c'était voiture et commerce de chaque côté, qu'un commerce, les arbres qui sont petits. Ça c'est le plan de De Villers, vous voyez le socle vert et les morceaux rouges qui se mettent un peu de façon aléatoire. Et quand nous on a été lauréats, on a travaillé sur comment donner une identité contemporaine au gratte-ciel 2, à cette deuxième partie, tout en se raccrochant à l'écriture de Maurice Leroux sans être un pastiche. Voilà. C'est compliqué, vous allez voir. Donc ça, c'est encore l'image de De Villers. On voit les gratte-ciel très ordonnancés sur le bas de l'image à droite, et une image plus aléatoire, plus libre, pas d'alignement, posée sur une dalle plantée. L'importance du tram, la question qu'on se pose sur Henri Barbus, est-ce qu'il faut créer un tram? Là c'est Marseille, là c'est Bordeaux. Et l'importance des espaces plantés, je vais pas commenter ça. Là c'était pour parler de la couleur aussi, des éléments colorés, ça c'est l'Armée du Salut, et les éléments colorés qu'on vient de livrer sur Nancy, avec une espèce de soif, je pense, aujourd'hui, dans l'architecture grise, faite de noir et de blanc, qui a beaucoup marqué, je pense, nos années passées. On est aujourd'hui au début du XXIe siècle avec une soif de matérialité, de couleur, je trouve qui est assez saine. Et quand on voit les gratte-ciel blancs, en gros les gratte-ciel sont blancs, on s'est beaucoup posé la question, et quelle matérialité et quelle couleur on va donner au gratte-ciel numéro 2. Donc j'y viens.
le projet, comment on l'a développé. On est parti sur une analyse de Maurice Leroux, qui est comme on l'a montré tout à l'heure, faite en deux parties. En fait, on a l'impression que c'est toujours la même chose sur le cours Henri Barbusse, mais il y a deux séquences très différentes. La première séquence 1, vous avez des tours à R+11 de chaque côté, mais alternés avec des gradins, c'est-à-dire quand il y a une tour en face, c'est un creux, et quand il y a un creux, en face, c'est une tour. Donc c'est ce qu'on appelait la séquence alternée. Et la séquence un peu plus basse à R+9, où les tours les petits gratte-ciels sont l'une en face de l'autre. Et ensuite, ça se termine par les gratte-ciels proprement dit, qui montent à 65 mètres en partie haute, et qui sont plus habités en partie haute parce qu'on peut pas. Donc ces deux séquences, ces deux séquences sont soulignées par un socle, un niveau de socle de 2 étages, un étage et demi, on va dire, des gradins jusqu'au R+6 et un épanelage jusqu'à R+11. Pour nous, c'est des données qui sont tout à fait réappropriables dans une architecture contemporaine. Et il y a en plus une petite chose que vous pouvez remarquer ici, si ça éteint pas, hein, c'est bien la pointeur. Ici, là, vous avez aussi des petits gradins latéraux, qui sont très, très subtils, qu'on ne perçoit pas au début. On perçoit bien sûr ces gradins, mais ceux-là, on ne les perçoit pas, et qui sont été faits par Maurice Leroux et son équipe pour affiner la perception qu'on a depuis la rue, et c'est extrêmement important ce deuxième retrait. Voilà, on a analysé tout ça, on a ensuite montré les lignes de convergence, c'est-à-dire cette ligne-là à R+6, la ligne des gradins, et ce socle-là à R+2. Ça nous donne alors je rentre un petit peu dans la technique, mais si on coupe sur l'avenue Henri Barbusse sur la séquence alternée, on a bien en face d'un immeuble à R+6 qui gradine à partir du R+6 jusqu'à R+11, on a bien une partie plate, une cour, là dans le cas de mon c'est une cour, avec un image à R+9. Mais vous voyez la densité extrêmement forte entre gratte-ciel, enfin entre les immeubles hauts, il y a des immeubles qui sont en retrait mais qui sont aussi assez hauts. C'est-à-dire que les gratte-ciels n'ont pas de perméabilité transversale. Là, on est dans la partie séquence face à face. Alors là, on est carrément dans le cours Henri Barbusse et on a 2 immeubles à R+9 qui se font face avec les gradins. Donc, vous voyez, ces séquences sont très diversifiées et nous, on a été tout de suite très vite intéressés par la séquence 1, c'est-à-dire l'alternance de un gratte-ciel, en face il n'y a pas de gratte-ciel, etc. Donc toujours que les immeubles soient alternés, vous allez le comprendre. Et puis il y avait une deuxième partie du projet, outre la prolongation, c'était toute cette partie avec le lycée, où là on a, donc là on voit les équipements, où là on a, ça c'est le plan qui n'est pas le plan final, excusez-moi, je vais y venir. Donc je vais y venir. On a donc prolongé l'Henri Barbusse par une voie de 20 mètres de large, un petit peu plus étroite que la rue Henri Barbusse. On a structuré ensuite une place publique dans l'autre sens qui sortait un peu de la concertation, la demande des gens qui mènent jusqu'à ça les gratte-ciel, donc dans l'autre sens, avec une possibilité de porosité comme ça. Et ensuite, on a installé à l'angle de ça un gratte-ciel, un immeuble qui sera un peu plus haut que ceux sur l'avenue Henri Barbusse, qui répond aux 2 immeubles dits gratte-ciel de 55 mètres. Celui-là sera à 55 mètres, justement. Il sera plus haut, il sera à l'angle des deux voies publiques. Et ensuite, un système d'alternance, un immeuble d'angle, un creux, l'immeuble est de l'autre côté, etc. Vous comprenez l'alternance, avec des immeubles relativement similaires. C'est-à-dire que cet immeuble, tous ces immeubles Henri Barbusse sont, vous allez voir, de facture relativement similaire. Je dis bien relativement. C'est-à-dire qu'ils ont des gradins toujours sur la rue et une façade non gradinée sur l'espace arrière. Et puis, des particularités. La première particularité, c'est l'immeuble d'entrée d'angle qui, lui, est un petit peu différent des autres. On en trouve 2 immeubles d'angle ici. Et les tours arrière sont réputés dans un cahier des charges plus libre. C'est-à-dire qu'on va tenir très fortement l'image de la rue Henri Barbusse prolongée et on va tenir très fortement, mais moins fortement auprès des contraintes architecturales, la partie dite, je ne vais pas dire arrière, mais c'est la continuité des îlots. Et donc se forment des îlots, parce que tous les immeubles sont à l'alignement, c'est très différent du projet de Christian, et se forment des îlots verts, puisqu'on a du parking qui sera au sous-sol, mais surtout en cœur d'îlot, au rez-de-chaussée et au premier étage. Donc on a ici des jardins suspendus qui sont chaque fois à l'arrière de ces tours que l'on va montrer tout à l'heure. Donc voilà le plan final un peu avec une grande
moi j'appelle ça déjà la prairie, parce qu'au-dessous il y aura un monoprix probablement. Ensuite des espaces plus confinés, mais des terrasses plantées, ici, là et là. Et puis entre les gratte-ciel, eh bien pas comme Maurice Leroux, un immeuble à R+9, mais un immeuble à R+3, qui est gradiné lui aussi, parce qu'on a une terrasse accessible, une deuxième terrasse plantée et un troisième immeuble. Donc en fait, on va retrouver des transparences est-ouest sur ce projet. Et ça, c'est l'autre PowerPoint, en fait. C'est le premier qu'on vous avait envoyé, donc toutes ces images, je les avais enlevées. Et c'est pas grave. C'est pas grave, il faut que je m'y retrouve juste dans l'ordre, parce que j'avais préparé dans l'autre sens. Une vue aérienne, vous avez la salle des gratte-ciel ici, mais on va revenir aux grandes images. La rue Henri Barbus prolongée et un système de terrasses et de toitures sommitales habitées. Non, je vais arriver à m'y retrouver, sinon ça va être trop long. Ici, vous avez une coupe sur la rue Henri Barbus prolongée avec l'immeuble haut, la terrasse plantée et les immeubles gratte-ciel sur la rue ou sur le cours, les deux coupes. Et là, on retrouve, excusez-moi parce que c'était un petit peu fait à l'envers, donc on retrouve, c'est dommage qu'on n'ait pas le bon, mais c'est pas grave. On retrouve donc ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire une façade verticale, ça c'est Maurice Leroux, ça c'est nous, hein, voilà la comparaison. Lui, il était en 11 mètres de large et 9 mètres d'intervalle. Nous, on est en 18 mètres de large et 18 mètres d'intervalle, ce qui va complètement être différent. C'était impossible de faire aujourd'hui des immeubles en vis-à-vis de 9 mètres. Enfin, ça ne se fait plus, quoi. Voilà. Donc, Maurice Leroux, il a 11, 9, 11, 9, 11, 9. Nous, on a 18, 18, 18, 18, avec des parties construites plus larges et des gradins bas, alors que là, au fond, c'est construit. Donc, quand on coupe ici, on a une partie alignement et là, une terrasse. Ce qui va considérablement changer la perception de la rue. Vous avez ici aussi, de nouveau, la comparaison entre la partie Leroux et ce qu'on va construire. On voit qu'on est en similitude, c'est-à-dire qu'on a aussi des gradins, des déclivités sur les parties hautes, comme celle-là qui nous semblait importante. En revanche, on n'a plus ces parties intermédiaires. On est un peu dans, je m'excuse de la présentation, elle est un petit peu décousue du fait du PowerPoint. Donc ici, vous avez la comparaison à chaque fois avec Maurice Leroux tel qu'il est analysé et ce qu'on propose. Donc on n'est pas dans une copie ou un pastis de Maurice Leroux, ce serait impossible. On est dans une réinterprétation, je pense, plus contemporaine de cette histoire-là. Voilà, c'est les arrière-scènes habitées. Je pense que là... Ensuite, l'idée, c'était d'avoir des terrasses plantées avec une certaine gradation, c'est-à-dire on a les premières terrasses qui sont peu plantées, des pots pour les gens qui sortent, une deuxième terrasse qui peut être déjà un jardin accessible au logement, et une troisième terrasse ici qui est carrément support d'une végétalisation, voire plus, suivant ce qu'on demande. Et on voit ici la gradation de ces terrasses. Donc on a ici au rez-de-chaussée, avec le socle commercial, la ligne commerciale qui est ici. De temps en temps, entre les gratte-ciel, elle s'interrompt. Et on a activité-service, on peut avoir des bureaux derrière. Et ensuite, on a les terrasses de logement, puis les terrasses de toiture. Ça, c'est le plan des hauteurs. Alors, je ne sais pas si je peux revenir facilement aux images. On peut le rechanger. Hein, non, parce que là, bon, ça fait rien. On les remettra quand il y aura peut-être des questions, c'est pas grave. Pour faire tout ça, je ne sais pas si j'arrive au plan masse après. Ouais, c'est vraiment pas le bon PowerPoint. C'est vraiment pas le bon. Alors, pour faire tout ça, on va créer je veux bien que vous mettiez l'autre PowerPoint, si c'est possible. Pour faire tout ça, on a proposé à la ville de Villeurbanne et à la métropole de créer un atelier qui s'appellerait l'atelier des gratte-ciel. Il y aurait le Grand Lyon, la ville de Villeurbanne, Alma les urbanistes, l'ASEM, qui n'est pas c'est la CERN, il faut quand même la société l'ASEM de la ville de Lyon, du Grand Lyon, de la métropole, excusez-moi. Voilà. Entouré de compétences comme historienne, sociologue sur le projet. Et l'idée, c'est dans un premier temps, de sélectionner des promoteurs sur pas que seulement sur la charge foncière, mais sur leur volonté de faire, leur capacité de faire, leur capacité d'ouverture, de travailler en atelier, etc. Donc sans projet, hein, ils ont des îlots. On va mettre le plan masse. Donc un îlot, c'est
c'est un certain nombre de tours. Voilà, on va y arriver. Ah oui. Je pense qu'on arrive au plan masse. Et ensuite, une fois qu'on a choisi la promotion, d'organiser des oraux d'architectes pour sélectionner ces architectes, par exemple sur un îlot comme ça. Il y a 4 gros îlots, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et après, il y a les premières opérations qui sont déjà faites. Je vais vous montrer des images qui sont intéressantes. Sur un îlot comme ça, si on sélectionne, il y a peut-être 2 promoteurs par îlot, on ne sait pas encore, mais 3-4 architectes par îlot, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 émergences à faire, donc c'est un travail assez intéressant, et de les sélectionner sur oral et sur leur compréhension du cahier des charges de ces gratte-ciels. Parce que vous avez compris que la volumétrie est quasiment imposée, les marges de manœuvre sont très courtes par rapport à cette volumétrie, la matérialité est imposée dans les grandes lignes, dans la coloration, on a dit c'est plutôt blanc, mais avec dans des espaces en retrait, on peut avoir des gris colorés, quel gris coloré, il y a toute une palette. Et les percements sont plus ou moins indiqués. En tout cas, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est un cahier des charges très précis. Donc la capacité des architectes à s'exprimer dans un cadre relativement contraint et leur capacité à travailler en atelier. Et ensuite, on va vraiment mener un travail ensemble sur un îlot. C'est-à-dire qu'un architecte aura peut-être 3 tours à faire, l'autre en aura 2, celui-là en aura 2, et on va travailler ensemble pour fabriquer cet îlot en fonction de l'architecture de chacun. C'est pas simple quand vous voyez les volumétries qui sont imposées. Il y a des gradins imposés, il y a des hauteurs imposées, il y a des creux imposés, il y a des toitures terrasses imposées. Donc c'est une image qui est pour nous et pour le maire, je crois, importante, et pour la mairie, de dire parce qu'un jour le maire m'a dit je veux que ça soit la même chose du début à la fin. Si je pouvais avoir un autre Maurice Leroux, il m'a dit ça un jour. Brett. Je me suis dit c'est pas tout à fait comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Par contre, qu'il y ait une éthique commune, une pensée commune. Et que ça soit l'inverse de Lyon-Confluence, voilà, pour aller jusqu'au bout de ma pensée. Lyon-Confluence, vous avez des îlots, et puis les architectes ont fait des folies, ont fait des bâtiments les plus extraordinaires les uns que les autres. Moi, je voulais absolument pas ça. Il se trouve que ni Richard Lyon, ni Brett, le maire de Villeurbanne, ne voulaient ça. Ils voulaient une diversité, mais une cohérence, une diversité, mais une homogénéité. Voilà, on en est à ce stade-là, où ces images-là commencent à apparaître comme, non pas du projet, mais on comprend bien que finalement on veut affiner, qu'on veut avoir des socles actifs qui descendent jusqu'en bas, qu'on veut avoir un jeu de terrasse, qu'on veut avoir une certaine coloration, qu'on veut des grands vitrages et pas des petites fenêtres, etc., etc. Donc ce cahier des charges, il commence à apparaître comme quelque chose qui décrit non pas des balcons en avancée, mais des loggias, parce qu'on n'habite pas en hauteur facilement sur des balcons suspendus dans le vide, mais on est plutôt dans un terme de loggia. On voit le socle ici. Donc il y a tout un sens à tout ça qui est compliqué à mettre en œuvre au niveau technique. Je vous montre 3 images, après je m'arrête. Ça c'est le lycée Pierre Brossolette, avec sa partie arrière. C'est un lycée qui est en briques contemporaine, avec des grands percements, des traitements d'air, et puis un pied de nez au gratte-ciel, parce qu'il y a du logement aussi, un peu de gradinage, voilà, qui a du mal à démarrer. Ça c'est l'autre façade du lycée, avec ses cheminées de traitement de ventilation naturelle. Ici, c'est le premier îlot gratte-ciel qui est sorti juste derrière Marius Pin, fait par Gutmann, avec une sélection d'architectes sans concours, donc avec oral, puis ensuite, d'abord le promoteur, là c'est un bailleur, mais quand même 2 bailleurs, et ensuite l'architecture. Donc un immeuble qui n'est pas sur Henri Barbus, qui est dans la partie arrière, mais vous voyez des toitures, pour reprendre un peu Marius Pin, et des terrasses habitées et des grandes parties communes. Un très beau travail de Gutmann avec sa façade ici, son angle. Et puis le dernier, c'est sur la rue, je sais plus, peu importe. Voilà, avec un travail de l'architecte de Gachon, plus austère parce qu'on est sur la rue latérale. Par contre, avec des toits habités. Voilà, avec déjà un rappel de terrasse. Et tout ça forme un ensemble. C'est ce que je viens de vous montrer, c'est donc le lycée, ce premier îlot-là et ce premier îlot-là. Et maintenant, on va assez rapidement, j'espère, attaquer la partie centrale telle que je vous l'ai décrite. Ça, c'est le futur, excusez-moi, je l'ai oublié, le futur groupe scolaire qu'a gagné Brenna Gonzalez, avec une émergence à l'angle, un bâtiment en briques avec des grandes ouvertures, et qui devrait prendre place à l'intérieur de ce lycée. Donc voilà, j'en étais là. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire
On attendait qu'on puisse faire le lycée pour pouvoir dégager le terrain et on va lancer les consultations de promoteurs pour ces îlots. Merci beaucoup pour ces 3 présentations assez complètes, mais il y a peut-être des questions que vous souhaiteriez poser. Oui, moi j'aurais 2 questions. La première s'adresse à l'élu local, et puis la deuxième également à l'architecte, que j'entends aussi comme paysagiste. La première sur la question, moi, qui me préoccupe toujours, de la démocratie, enfin de l'ouverture à la vie du public. Vous avez parlé, je crois, d'une centaine de personnes. Bon, moi je me dis, je suis assez traditionnel là-dessus, il y a une élection, la démocratie elle est là, les choix sont à ce niveau-là. Bon, il y a la place de l'expertise bien sûr. La place des habitants, comment ont-ils été choisis? C'est 100 personnes sur combien? Est-ce que c'est uniquement ceux qui habitent le centre ou c'est toute la ville, quand même 150 000 personnes? Ça paraît quand même statistiquement assez faible. Est-ce que c'est justement des bonnes volontés? Est-ce que c'est... enfin voilà, ça me pose quand même des tas de questions. J'aimerais avoir un discours plus politique là-dessus. Et puis ma deuxième question, ça concerne... bon, moi je suis très sensible, enfin j'aime beaucoup la ville, j'aime beaucoup aussi l'architecture moderne, faut être clair. Mais je suis frappé quand même dans les villes anciennes, parfois on trouve encore un bel équilibre entre des immeubles pas très hauts malgré tout, et puis des arbres qui sont des arbres, des chênes, des hêtres, enfin des arbres qui ont vraiment une belle envergure et qui équilibrent bien. Et très souvent dans les villes modernes, alors je me demande où est-ce qu'il y a des grands parcs, j'en ai pas vraiment vu. Il y a de la verdure, c'est vrai, mais des grands parcs, je sais pas. Et est-ce qu'on va y planter, est-ce que vous allez y planter des arbres qui pourront répondre dans un dialogue avec toute cette hauteur, toutes ces hauteurs, ou bien ça sera des arbustes ou des arbres de 4 mètres de haut, enfin voilà. C'est une vraie question pour moi, l'ombre, pouvoir aussi rafraîchir la ville, on en parle beaucoup, hein, je crois maintenant. Hein. Voilà, j'ai un peu ces 2 questions, donc il reste la première à vous, puis la deuxième. Ça fonctionne, ça, oui. Bien, oui, c'est vrai que j'ai dit assez peu de choses. Alors, d'abord, nous étions en 2007. Je le précise parce que nous étions en 2007. Vous m'entendez là? Ça va? Je le précise parce que ça fait un peu plus de 10 ans et les ambiances ne sont pas les mêmes en 10 ans sur la démocratie participative ou autre. Vous m'entendez ou pas? Ah bah attendez, je commence ma phrase. Non, il faut parler proche. Bon, écoutez, je fais ce que je peux. Voilà. Donc je vous ai dit tout à l'heure une intention, c'est-à-dire que il y a les utopies, utopia, bon, des rêves d'architectes, parfois réalisés, parfois pas réalisés. Il y a eu les gratte-ciel qui sont une œuvre, donc qui s'est imposée de manière heureuse dans le temps. Et puis on est dans une période, je pense, où les choses doivent être produites autrement, parce qu'il y a une sorte de maturité aussi des citoyens, tout simplement. Moi, je trouve très chouette, hein. Mais à partir de laquelle il faut pouvoir organiser le travail. Donc la place de l'expertise, vous l'avez dite, la place des élus, la démocratie, les élections, etc. Ok, mais c'est pas parce qu'on est élu qu'on a forcément raison. Enfin, vous voyez, il faut quand même travailler. Enfin, comment dire? Moi, je pense que le travail, c'est un processus, c'est une élaboration. Chacun étant dans son rôle, et un élu peut être dans son rôle, un technicien peut être dans son rôle, un habitant aussi. Et dans ce process nous donne des résultats. Voilà. Si la méthode est bonne, on peut avoir des résultats bons. Quand on s'y prend très mal, évidemment, on n'a pas des résultats très bons. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ça s'est fait en toute imperfection. C'est-à-dire, alors les questions de périmètre, tout ça, elles se sont posées, oui. Donc plutôt que de vouloir absolument faire un cahier des charges, tirage au sort, des choses comme ça, qui sont des vieilles questions, hein, non, on a rendu public toute la démarche, l'intention déjà, l'intention et la durée de cette intention, parce que c'était tout le long du projet, donc dès le départ, hein, et donc dans la plus grande incrédulité au départ des habitants aussi, je peux vous dire. Troisièmement, c'était donc public tous azimuts, c'est à participer qui veut, il y a même eu des Lyonnais par exemple, vous voyez. C'était pas, fallait pas avoir sa carte d'identité villarbanaise parce que bon, c'est pas beaucoup de sens. Et puis pour ceux qui ont suivi plus précisément, c'était le volontariat, ceux qui sont plus impliqués. Je parlais de la période la plus intense là à un moment. C'est ceux qui, on leur a demandé d'ailleurs de s'engager. Il allait y avoir je ne sais combien d'ateliers avec, c'était Christian de Villers à l'époque, enfin tout un travail de fond. Et toutes les questions de fond y sont passées, le tram, pas le tram, la piétonisation, pas la piétonisation, et les commerces et pourquoi. Enfin, vraiment, on a passé des heures, des soirées, mais c'était vraiment très intéressant. Et ça s'est fait comme ça.
Et ça a été ponctué aussi de grandes réunions publiques. Alors les conférences étaient un petit peu les 3 coups du théâtre qui 2007, début 2008, qui donnaient les 3 coups qui ouvraient la séquence gratte-ciel en quelque sorte. 2009, ça a été le travail en atelier intense, mais à chaque fois il y a eu aussi de grandes réunions publiques où on restituait les grandes étapes et avancées du projet. Et la dernière réunion publique, enfin pour ceux qui ont l'habitude des réunions publiques, ça peut parler, mais les réunions en général réunissaient 250 personnes à peu près, mais la dernière c'était 400. Et vous savez, c'est difficile de faire une réunion publique qui réunit 400 personnes sur de l'urbanisme. Très difficile. Et là c'était 400 personnes spontanément, parce que l'annonce c'est presse municipale et la presse, voilà, c'est tout. Hein. Et c'était blindé de chez blindé. Donc ça intéresse. Mais les Vurbanais s'intéressent aussi à leur centre parce que il y a un attachement, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est un peu on est de quelque part, je sais bien, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça fonctionne quand même. Et ensuite l'autre point, donc voilà, en toute imperfection, mais de manière ouverte, et en revanche la méthode de travail, elle était structurée. Moi je crois beaucoup à la structure de la méthode surtout, c'est ce qui donne la liberté d'échanger, la liberté sur le fond. Et ensuite il a fallu faire ce qu'on avait dit, parce que il s'agit pas juste de parler et de ne pas tenir compte de rien. Mais si tout le monde accepte d'être dans un processus, on sait très bien que c'est pas sa propre idée qui va être formellement retranscrite dans un projet. C'est parce qu'elle a été émise que d'autres s'en saisissent, que ça fait une petite culture commune, que l'architecte urbaniste va y penser, mais lui à sa manière aussi. Enfin, c'est ça, c'est une dynamique de travail en réalité. Moi, c'est là-dessus que je compte. J'ai simplement confiance dans le fait même que le processus va produire quelque chose de bien. C'est peut-être ça la clé. On le sait pas à l'avance, mais j'ai confiance dans ce phénomène-là. À partir du moment où on a une méthode de travail, c'est sûr. J'espère avoir répondu à peu près correctement à votre question. Et ensuite, l'autre chose, parce qu'on a parlé d'urbanisme, on a parlé d'architecture, mais on parle aussi du 21e siècle. Moi, je crois beaucoup. Alors, on parlait des terrasses. Nicolas Michelin prévoit des terrasses partout, mais il a bien raison. Donc, ce qu'il appelait la Grande Prairie, par exemple. Moi, je regarde aussi les phénomènes qui se développent dans le monde, et je pense à l'agriculture urbaine, qui ne me paraît pas juste être un phénomène de mode. D'abord parce que c'est un phénomène ancien, une quarantaine d'années, qui s'accélère, oui, ces derniers temps, puis parce que ça correspond à des problématiques qui sont celles d'aujourd'hui. Et si j'avais un credo à développer aujourd'hui, ce serait que le développement urbain, l'urbanisme, doit développer non seulement l'architecture, de l'habitat, j'allais dire son rôle traditionnel, il faut bien habiter quelque part, et si possible bien, mais il doit aussi servir de support de santé ce qu'on pourrait appeler de santé environnementale, de manière plus générale, c'est-à-dire ne serait-ce que de la présence du végétal en ville, c'est une manière positive de lutter contre de la pollution, par exemple. C'est pas structurel, la pollution, c'est le chauffage bois, le chauffage urbain, l'automobile, les choses comme ça. La vraie lutte, elle est là. Mais malgré tout, avoir le maximum de surface végétalisée dans une ville me paraît aussi bénéfique pour la respiration, ne serait-ce que ça. Pour ce qui est de l'agriculture urbaine, ça offre des aliments qui sont exempts de pesticides, ça offre des aliments cueillis à maturité, c'est-à-dire qui ont du goût, donc un bilan carbone qui est bon, ça offre une activité économique, ça offre aussi un potentiel, un biotope pour les insectes qui disparaissent de manière très rapide. Donc je pense que la ville aujourd'hui est le lieu où peut se développer, certes avec de la technologie et de manière différente de ce qui se fait en périphérie des villes ou à la campagne, mais c'est le lieu, et l'urbanisme et le développement urbain peuvent être le support peut-être d'une manière de vivre un peu plus vertueuse. Je pense que la ville peut nourrir en partie la ville, si on regarde un peu ce qui se fait, différemment, peut-être pas complètement, non plus on peut pas tout cultiver en ville, hein. Et c'est une chance, parce que peut-être que la périphérie retrouvera un rôle, y compris un rôle bio, avec une génération peut-être pour se passer des pesticides, mais il y a quelque chose comme ça qui peut être développé. Nicolas Michelin, je ne vais pas faire plus long, développe lui d'abord un peu cette pensée quand même. Il va absolument couvrir d'un joli chapeau ces toitures que je trouve très agréables, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a aussi des matériaux maintenant transparents qui permettent de cultiver dessous. Et donc, il pourra à la fois avoir cette manière de finir l'architecture qu'il promeut, mais aussi peut-être de conjuguer ça avec de la production différente juste en dessous, et pas forcément des terrasses qui sont censées être partagées par les copropriétaires, mais qui dans les faits ne le sont pas longtemps. Et ensuite, vous avez un copropriétaire en général qui est lui plus intéressé par la surface, se l'approprie, enfin négocie avec la copro. Enfin, vous voyez, l'intention initiale, elle est perdue. Alors que si ces surfaces trouvent une autre fonction, peut-être peuvent-elles être intéressantes. Puis une fonction qui serait à la fois que cette valeur pour la santé environnementale, puis une valeur aussi économique. C'est une activité économique dont je parle.
Concernant les arbres, il y a l'atelier de Ruel, qui est un paysagiste, dont j'ai oublié le nom du Grand Prix, là, d'ailleurs, qui a été chargé de planter le cours Henri Barbus. Alors là, c'était l'option où il avait encore des bosquets croisés, en disant que si le tram passe au milieu, c'est toujours la question combien d'arbres vont-ils rester, voilà, et de planter la place publique ici et de gérer les espaces publics. Donc on est sur une plantation dont j'ai pas parlé. Et ce qui est quand même intéressant, c'est cette image de, là on le voit pas très bien, mais la prairie ici qui est derrière, donc qui sera support elle est grande, hein, excusez-moi, elle est grande, hein, c'est un grand espace plein sud, visible depuis la place publique parce qu'on n'a pas d'immeuble, accessible, qui pourrait être cultivé, planté, puisqu'on est au-dessus juste d'une grande surface commerciale et qu'on prévoit entre 40 et 80 cm de terre. Le reste, on n'a pas beaucoup de place. Donc on a le parc du centre qui part ici, qui remonte vers la Doua. Et puis plus au sud, on est sur les gratte-ciel et on rattrape les espaces verts mais on n'a pas la place de faire un grand parc, si c'est votre question. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, merci pour cette présentation. Je trouve très intéressant quand on parle de ville dessinée et de sortir un petit peu des architectures de ZAC telles qu'on a pu les voir à de nombreux endroits. Donc j'adhère totalement à l'esprit du projet. J'ai une question parce que c'est passionnant effectivement comme projet. J'ai une question sur la complexité. Nicolas Michelin, vous l'évoquiez, sur la complexité des îlots qui font à mon avis la qualité dans la continuité de l'ensemble de Villeurbanne. C'est dans la gestion et après la mise au point de cette complexité avec les différents intervenants, que ce soit promoteurs, architectes, nombreux architectes. Donc la question des ateliers. Donc vous avez sûrement l'expérience sur d'autres projets, la question des ateliers et comment dans cette démarche d'atelier on peut arriver à créer une cohérence qui est celle du dessin et qui est celle de garder l'esprit du projet tel que vous l'avez conçu. Comment gérer cette complexité qui est aussi programmatique, j'imagine, puisque le projet a une durée assez longue. Il y a peut-être des éléments de programmation qui vont peut-être évoluer dans le temps. Donc comment conserver finalement la force de ce dessin qui est effectivement convaincant aujourd'hui dans la démarche que vous proposez. Peut-être en dire un peu plus, ça m'intéresserait parce que c'est souvent c'est à ce moment-là qu'on est dans la vérité que le projet va aboutir et être vraiment séduisant et se concrétiser. Voilà. Alors la métropole et la ville ont adhéré à l'idée d'atelier, ce qui est pas toujours le cas. Il y a des villes qui veulent pas en entendre parler. Et la SEM aussi, parce que souvent les cuisines dans les écoquartiers ou dans les axes, c'est entre la SEM et le promoteur. Excusez-moi, t'entends, c'est aussi entre le promoteur et les élus. Je parle pas de Richard Young qui voilà. Et c'est pas qu'on veut tordre le cou au promoteur, c'est pas du tout l'idée, mais c'est qu'on veut les rentrer dans un cadre. Et que quelqu'un m'a dit un jour, je vais essayer de répondre à votre question. Les plans masses d'Annema, ils sont tellement dessinés et les faisabilités par îlot sont tellement dessinées que vous bridez la création des architectes. Je crois que c'est absolument et totalement faux. Ce qu'on bride, c'est l'appétit des promoteurs. Voilà. Donc, quand on fait une faisabilité dessinée, et que souvent les SEM, voire les villes hésitent, on va pas donner la faisabilité d'Annema parce que c'est trop dessiné, on veut la créativité. Je pense que c'est une grave erreur. Souvent, on ne montre pas notre faisabilité parce qu'on dit c'est trop dessiné, ça peut être autrement. Et du coup, quand on donne pas cette faisabilité dessinée, très intentionnelle, comme on a, tous les îlots sont dessinés en fait, eh bien le promoteur s'empare de ça, et puis vous savez, les cahiers des charges, les règlements, tout ça, c'est facile de passer au travers pour donner plus de rentabilité. Ça consiste à épaissir les bâtiments systématiquement de 12 à 14 mètres, ça consiste à minimiser les fenêtres, ça consiste à faire des cuisines en deuxième jour, etc., 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 et des permis modifs qui vont avec. Donc, la faisabilité architecturale et urbaine, îlot par îlot que l'on fait, on va la maintenir. Moi, je dis main de fer dans un gant de velours. Enfin, de temps en temps, c'est un peu ça qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut tenir absolument tous les détails. C'est pour ça que les ateliers prennent du temps, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions. Et l'expérience que j'ai sur Bordeaux, sur ces espèces de grands îlots comme ça, c'est que les architectes s'en sortent beaucoup mieux. Parce que nous, ateliers, avec les élus et tout le monde, on peut dire clairement, quand c'est en train de se fabriquer, ce projet, on peut dire clairement non. L'architecte, lui, ne peut pas dire non. Quand on lui demande de diminuer la fenêtre, il diminue la fenêtre parce que c'est son maître d'ouvrage, parce que s'il dit non, il travaillera plus pour le promoteur.
L'avantage de l'atelier, c'est de donner des règles d'espace de vie, de façades qui vont jusqu'en bas, de qualité, de s'y tenir, parce que s'ils veulent leur permis, il faut bien qu'ils tiennent ça, et d'aider l'architecte quelque part à tenir cette qualité. Et je l'ai vécu sur une centaine d'îlots sur Bordeaux, on l'a vécu aussi sur l'île, on va le vivre prochainement sur Montpellier. Cette façon c'est pas qu'on veut du pouvoir, nous architectes urbanistes ANMA, l'agence, mais c'est qu'on s'aperçoit que si on n'a pas cette possibilité d'intervenir sur le projet, la qualité baisse. On l'a vécu sur d'autres projets avec des SEM. On a créé soi-disant un atelier, je ne citerai pas la ville parce que c'est pas gentil. Eh bien, à un moment, on a dit non au promoteur et à l'architecte, c'est pas possible, faut pas faire comme ça. Et dans notre dos, la SEM et l'élu, d'ailleurs, on dit mais oui, on ne va pas vous embêter, on se débrouille, et c'était oui. Et du coup, c'est fini. C'est-à-dire que l'atelier est désavoué et les promoteurs passent au travers. Donc, je crois là, avec l'équipe municipale de Villeurbanne, avec le Grand Lyon, qu'il y a une confiance en notre travail. Et que c'est pas Nicolas Michelin qui va dire oui ou non, c'est l'atelier, et ça c'est très différent, qui au regard des projets avance et dit oui ou non, parce qu'on n'a pas la science infuse. On est sur une image aujourd'hui, qui est une image à l'instant T, cette vue c'est une image à l'instant T du projet. Je sais très bien que dans 10 ans ou dans 5 ans, l'image sera différente, mais les invariants seront restés. Et la bagarre sur les invariants et sur la qualité, elle ne peut passer que par l'atelier. Donc oui, l'atelier prend du temps, il faut beaucoup de persuasion, mais aussi beaucoup de confiance entre les élus, nous les élus, la SEM, les élus, nous la SEM, qui est dans la vraie vie, dans la France entière, pas vrai. En fait, les promoteurs savent s'introduire là-dedans pour faire leur commerce. Oui, je vais rajouter quelque chose. Il faut une idée forte. Et j'ai parlé tout à l'heure de la réunion à 400 personnes, c'était au moment de la présentation des images que vous avez vues, qui sont les images en 3D présentées par l'agence, enfin par Nicolas Michelin. Je tiens à dire quand même que dans cette réunion, non seulement il y avait 400 personnes, on a exposé à peu près tout ce qu'on devait dire, on a répondu à toutes les questions qui ont été évoquées, et tout le monde a été applaudi. Non mais c'est rare en urbanisme, hein, vous savez. Moi j'étais assez surpris, hein, parce que bon, on est élu, on se fait plutôt envoyer des tomates, hein. Mais non, on était applaudis. Je me rappelle de ça parce que c'est vraiment pas fréquent, voilà. Et comme si ça avait apaisé tout le monde parce que les images ont été jugées de qualité. Alors à tort ou à raison, on verra plus tard si c'est un succès. Il y a une autre difficulté aussi, c'était comment dire, l'articulation entre métropole et ville, parce que ça n'a l'air de rien, mais c'est pas si simple, voilà. Donc moi je suis adjoint à Villeurbanne, alors il se trouve que je suis élu de la métropole, j'ai été vice-président, donc ça aide, voilà. Mais c'est pas toujours évident, parce que la compétence, pour faire simple, la compétence urbanistique est celle de la métropole, les permis de construire sont signés par un maire. Bon, on est obligé de s'entendre. Mais heureusement, parce que parfois c'est une lutte d'influence aussi, ce sont des heures, c'est des micro-stratégies, avoir des comités de pilotage, etc. Enfin moi je vous dirais franchement 85% de mon temps à ces conneries. Mais c'est une obligation, sinon il n'y a pas de projet. Et si on ne suit pas les choses dans les détails, alors Nicolas Michelin le dit pour l'architecture et les ateliers, mais je peux vous dire que l'atelier de mon bureau, c'est la même chose, c'est tous les détails, c'est voilà. Et il faut les suivre de bout en bout. Chaque comité de pilotage doit être préparé, enfin, etc. C'est très important. Et voilà, il faut donc aussi une idée forte. Et c'est vrai que le concept présenté par Nicolas et l'architecture dessinée, enfin même si c'est pas encore l'architecture, comme ça a mis et que ça a été applaudi, ça compte beaucoup parce que du coup on a des habitants avec nous quand même. Ça aide beaucoup, voilà, parce que ça crée la limite. Ensuite, je pense, voilà, pour qu'on s'entende aussi, l'histoire de l'atelier, ça correspond à l'état d'esprit que je vous ai énoncé pour le travail avec les habitants ou avec mes collègues élus, parce qu'il y a aussi mes collègues élus qui ont des compétences, les écoles, les machins, etc. C'est un mode de travail, voilà. Et c'est pareil, c'est de la méthode, et c'est cette méthode qui permet d'avoir de la liberté et d'intégrer de l'imprévu aussi. On peut avoir à un moment une question qui n'était pas apparue, hop. On vous demande de passer, d'autres aussi, et c'est tout bête, ça n'a rien à voir, hein, c'est l'histoire, etc. Et pourtant, vous avez une réaction, on l'intègre, ça nous fait notre culture, et ça nous fait avancer. C'est une question de dynamique, vraiment.
Mais il faut avoir confiance, c'est vrai, dans la dynamique elle-même, et puis entre les individus qui y participent. Moi, j'ai tellement confiance que j'ai été éjecté des ateliers, donc j'ai dû y aller une fois ou deux, et encore, sur autorisation spéciale de Nicolas Michelin à la fin. Mais je respecte la règle du jeu, parce que je suis pas un élu pour mêler mon grain de sel partout, lever le pouce ou le baisser pour dire que j'ai du pouvoir. C'est pas le but. En tout cas, c'est pas intelligent de faire ça. Ça fait toujours envie de faire ça, hein, mais c'est pas comme ça qu'on fait les projets, surtout de cette ampleur et de cette importance, quoi. Donc voilà, faut se tenir soi-même aussi. Ça, je le dis pour moi, mais mes collègues, je pense, sont dans le même état d'esprit quand même. Faut se tenir soi-même à ce fonctionnement. C'est pas uniquement pour les autres. Très bien. Je crois qu'il y a encore une question. Merci. Oui. Merci pour ce triple regard sur un quartier emblématique. Je n'ai pas beaucoup entendu le mot quartier. Je ne sais pas si on peut dire le quartier des gratte-ciel, si vous acceptez ou pas. Vous m'entendez pas? Non. D'accord. Oui. Est-ce que les gratte-ciel seront un quartier? Oui. Mais ils le sont déjà. J'ai pas beaucoup entendu le mot quartier. Enfin, c'est en tout cas une pièce urbaine emblématique dans le Grand Lyon. Et alors, merci pour donc ce regard sur l'histoire, sur son fonctionnement, l'évolution. Vous avez beaucoup insisté sur, bien sûr, parce que le quartier s'étend vers le nord, donc sur l'axe nord-sud, et un peu moins, à mon sens, sur l'axe est-ouest, le cours Émile Zola, qui est un axe structurant dans votre ville, et jalonné d'autres bâtiments emblématiques, hein, pas que les gratte-ciel. Et oui, je trouve que vous n'avez pas assez insisté aussi sur l'effet de porte des deux tours, qui marque justement une interruption de ce long cours Émile Zola. Et ce qui fait la richesse le succès de ce quartier de gratte-ciel, c'est aussi la facilité de circuler, de déambuler. C'est un peu comme un mail piétonnier. On voit sur cette vue d'ailleurs que vous souhaitez prolonger cet effet de déambulation, mais est-ce que vous craignez pas qu'avec la circulation sur le cours Émile Zola, il y ait quelques contraintes? Et je trouve que vous n'avez pas assez parlé de ce croisement, qui me semble assez important. Ouais. Je vais répondre en partie, puis vous répondrez sur le... Alors, vous avez passé l'échelle quartier à l'échelle un peu plus vaste. Vous avez travaillé jusqu'à la médiathèque, par exemple? Non, ça s'arrête bien avant. Parce que sur le projet gratte-ciel? Oui, sur le projet urbain. Le projet, la ZAC, parce que c'est une ZAC aujourd'hui, des gratte-ciel, part à l'ouest de la rue Hippolyte-Kahn. Il y a une image, je crois, on voit la rue Hippolyte-Kahn à gauche. Non, ça va pas jusqu'à la maison du livre de l'image et du son François Mitterrand, qui est sur Flachet, qui est plus loin, qui est un autre quartier. Au début, non. Ouais. Si vous voulez, je remonte tout en haut. Non, ça fait 8 hectares, ça fait pas 1 kilomètre. Voilà. Elle est à 1 kilomètre à peu près, un petit peu moins, peut-être 800 mètres, le bâtiment dont vous parlez. Bon, vous avez donc parlé de l'échelle micro, quartier, et puis vous êtes revenu à une échelle qui est au moins celle de la ville, c'est-à-dire est-ouest, nord-sud. Comme ça, on a la croix. Pour l'échelle quartier, oui, les gratte-ciel sont un quartier. Aujourd'hui, ils le sont, mais d'autant plus que cette réalisation, en plus, est insulaire. Il y a beaucoup de commerces. Ce qui fait la valeur à pied, c'est le métro, la présence du métro, et elle sera renforcée puisque ce qu'on n'a pas bien précisé, mais il y a un futur tram qui va arriver au gratte-ciel et qui va croiser le métro. Donc ça correspond à ce que j'ai énoncé tout à l'heure, depuis le pôle universitaire de la Doua au nord, et ses 25 000 étudiants, les gratte-ciel, donc ce sera dans l'axe de l'avenue Henri Barbus au nord du cours Émile Zola, l'avenue Henri Barbus sud, sur le côté de la rue Verlaine, et puis on va rejoindre la gare de Villeurbanne, les hôpitaux est de Lyon et Gerland à Lyon aussi. Voilà. Donc ça, c'est la grande échelle. Et la grande échelle des déplacements aussi. Ensuite, sur le cours Émile Zola, alors vous connaissez manifestement Villeurbanne. Vous savez peut-être que le cours Émile Zola fait l'objet d'un aménagement sur sa longueur, 4,5 km depuis Cherpennes jusqu'au boulevard périphérique, en 3 tronçons, de manière un peu décousue. Donc on a commencé par l'est, depuis la périphérie des gratte-ciel jusqu'au boulevard périphérique. Là, on amorce la partie ouest, depuis Cherpennes jusqu'à la limite des gratte-ciel, c'est-à-dire la rue Hippolyte-Kahn, exactement le périmètre limite de la ZAC. Et on avait décidé de faire dans cet ordre parce que l'opération allait arriver, celle des gratte-ciel, que c'était un peu bête de faire le cours Émile Zola neuf, alors qu'on en avait passé les grues et les camions de chantier. Voilà. Donc c'est dans cet ordre-là. Dans les aménagements du cours Émile Zola, d'abord, il est très contraint parce que c'est un cours qui fait une largeur très variable de 20 mètres à 30 mètres sur sa longueur, 4,5. C'est une collection absolue d'architecture du XXe siècle. Il y a du faubourien, il y a des années 90, il y a du banal, il y a un objet exceptionnel à un endroit, il y a Botta pour la maison du livre de l'image et du son. Enfin, c'est assez étonnant. Vous pouvez faire les 4 km et vous avez une petite vision de l'architecture de tout le XXe.
Vous avez le métro qui est à 50 cm ou 80 cm en dessous de la chaussée, pour ce qui est du toit du métro, bien sûr. Et donc, c'est assez contraint. Lorsque la largeur est réduite, vous avez aussi les émergences, ascenseurs, escaliers de métro, etc., etc. Donc, très peu de place pour les piétons. Par exemple, il y a un endroit au cours de la République, enfin, à l'angle du cours de la République, station métro République. Il y a une école ancienne. Là, on va mordre la petite courette qui est devant pour gagner de l'espace public, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, et il y a la limitation d'espace de la voiture, qui avait atteint 75% d'espace de secours au fil du temps, et qui va retrouver une place limitée à 50% avec pistes cyclables, et le maximum de végétation possible aussi, parce que la présence du tube de métro fait que on peut pas mettre des arbres de grandes tiges partout. Voilà. Et en revanche, si vous avez l'occasion de repasser à Villeurbanne prochainement, à hauteur de Carrefour Villeurbanne, donc rue Commandant l'Herminier, vers le nouveau commissariat, enfin nouveau il y a quelques années, là vous verrez, vous avez un bel espace public avec des plantations, ça a vraiment changé. Et c'est 2 fois une voie, au lieu de 4 voies. Merci. Je ne sais pas si on a encore du temps. Moi, je vais juste répondre un tout petit peu sur les questions du quartier, parce que juste une petite précision, après on peut s'arrêter. Maurice Leroux, il a tracé une rue. À l'époque, c'était pas évident de faire des rues. Enfin, c'était même la mort de la rue. Corbu, il avait fait des dessins à la rue, il y barrait, c'était la mort de la rue, quoi. Et donc, la grande force de Maurice Leroux, c'est de s'imprégner de Boston aussi. Je crois qu'il avait travaillé sur un projet sur Metz ou Nancy, je ne sais plus, où il avait vu ces projets-là, qui s'inspiraient de Boston à l'époque. Et il trace une rue. Donc, certes, il trace des gratte-ciel avec une architecture un peu moderne, mais avec une rue. C'est-à-dire que les bâtiments sont adressés sur la rue. C'est pas anodin quand on sait ce que sont les grands ensembles. Après, on rentre dans des espaces indéterminés. Donc, nous, on continue la rue. Et je crois la grande différence entre le premier projet esquissé par Christian, où les immeubles étaient flottés sur une dalle, enfin c'était plus un urbanisme de dalle, je vais dire quand même, avec un centre commercial tel comme ça qu'il le montrait de rue, et des immeubles qui étaient adressés au fond. Moi, j'ai voulu continuer l'idée de Maurice Leroux de dire que quand j'habite les gratte-ciel, ma boîte aux lettres, mon entrée, là où je croise mes voisins, c'est dans la rue. Moi, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui dans les quartiers de retrouver l'adressage sur la rue et pas l'adressage résidentiel derrière une clôture ou une petite haie. Pour travailler sur Marseille aujourd'hui, regardez leur quartier, ils commencent à faire des plots. Alors c'est très rentable les plots, c'est très ergonomique et très durable, soi-disant, mais c'est au milieu de la parcelle et puis autour, il y a des clôtures et des haies et des espaces qui servent à rien. Donc là, on est toujours à l'alignement avec toujours l'adressage sur la rue. Et bien sûr du commerce après, mais il y a du commerce, puis d'entendre il y a la cage d'escalier. Je pense que ça, c'est une gage de réussite d'un quartier, c'est-à-dire un endroit où on vit, et pas seulement un endroit où on loge, mais l'endroit où on habite vraiment, où on vit. Sur les tours, vous avez posé une question sur les tours. Alors non, on a face aux 2 grandes émergences, les grandes gratte-ciel, on a un Monoprix, un immeuble qui existe, qui est pas mal, qui sera pas démoli. Il a une certaine texture, ça coûte de l'argent. Par contre, on va restructurer le Monoprix, ça va devenir autre chose, puisque le Monoprix irait peut-être en cœur de ce quartier. Et du coup, on en profite pour revoir un petit travail chirurgical de rue et de planter, on l'a pas dit, mais un espèce de jardin sauvage. Un jardin peut-être qui produira peut-être rien, peut-être pour les abeilles, j'en sais rien, mais un jardin inaccessible. Et de l'autre côté, un des gratte-ciel est carré. Je vais vous montrer, c'est différent. Donc il y a, en face des 2 gratte-ciel, il y a qu'une émergence. Et de l'autre côté, c'est pareil, parce que c'est aussi, il y a un gratte-ciel un peu haut et un jardin sauvage, c'est avec l'entrée chaque fois comme ça ponctuée différemment. Il y a une continuité entre Barbus et nous. Il n'y aura pas de voiture. Hein. Il y a un plateau piétonnier. Il y aura probablement un plateau piétonnier, oui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, comme devant la maison du livre de l'image et du son que vous citiez tout à l'heure, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, un plateau piétonnier. Et non, mais les voitures vont vraiment plus lentement, hein. Très très nettement. C'est-à-dire, on privilégie le passage nord-sud à pied, si vous voulez, plutôt que le passage de la voiture. Oui, j'aurais voulu rajouter quelque chose sur cette question de la rue que je trouve vraiment tout à fait intéressante. Ce que fait Maurice Leroux, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que en plan, il reprend le principe de l'haussmannisme
hein, c'est-à-dire des bâtiments qui sont le long de la voie, sur la rue, alors qu'au niveau typologique, on est évidemment plus du tout là-dedans, on est dans le mouvement moderne. Et il fait cette espèce de jonction entre le plan haussmannien et une forme moderne qui est assez étonnante et assez nouvelle. Autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est sur le fait que on oriente les gratte-ciel contre l'arrivée de Lyon. C'est-à-dire que la logique aurait voulu finalement qu'on reprenne ce grand axe Émile Zola qui va vers Lyon et qu'on fasse quelque chose autour. Sauf que justement, on est dans du contre-Lyon, on est dans de l'identité différente. Et je crois que ça a dû certainement beaucoup jouer le fait de faire les gratte-ciel de l'autre côté, c'est-à-dire nord-sud et non pas est-ouest, dans la logique d'un accès facilité à Lyon. Voilà, on n'est pas dans un accès facilité à Lyon, on est dans autre chose, et on est dans quelque chose justement, comme ce n'est pas un grand axe d'accès à Lyon, on est dans quelque chose qui crée une nouvelle identité. Alors, je crois qu'il y a une dernière question. Oui, bonsoir. Moi, je voulais revenir sur cette notion de cœur historique un petit peu et de conscience patrimoniale qui est née autour des gratte-ciel. Comme nous l'a expliqué donc Anne-Sophie Clémençon, il y avait tout un passé industriel finalement qui est en amont de cette construction des années 30. Et je voulais savoir, en fait, j'ai vu une image en fait où il y a une cheminée, on la voit d'ailleurs ici, même qui est mise en avant dans ce projet avec l'axe qui continue. Est-ce que cette conscience de l'histoire et du passé de Villeurbanne est aussi pris en compte, j'allais dire, dans les autres projets de la ville ailleurs, comme il est mis ici en évidence pour la prolongation des gratte-ciel? Est-ce que cette attitude, vous l'avez sur tous les autres projets dans la ville? Oui. J'ai dit un peu fort. Hein. Oui, non seulement oui, mais oui, c'est un oui formalisé, c'est-à-dire que nous sommes en toute dernière ligne droite de la révision du plan local d'urbanisme et de l'habitat maintenant, à la métropole de Lyon et à Villeurbanne, donc à Villeurbanne aussi, et nous avons particulièrement travaillé ces questions, oui. Sachant, alors la mémoire, c'est pas la mise sous cloche non plus. Hein, il peut y avoir des éléments mis sous cloche, pourquoi pas, parce qu'il y a quelques éléments remarquables, mais ça peut être le tracé d'une rue, ça peut être une intention. Moi, je me méfie beaucoup du terme identité, on le cite beaucoup, et je l'ai même entendu ce soir de la part d'Anne-Sophie, mais ce terme identité, moi, je le trouve à double tranchant, parce que à la fois il est quelque chose de familier qu'on connaît, qui rassure, qui fait plaisir, et qui peut se développer, mais c'est quand même un terme qui veut dire la même chose, le même, qui veut dire aussi répétition. Et donc, il faut quand même se méfier de cette petite tendance qui est de ne pas vouloir ce qui est nouveau. Moi, je préfère la notion d'un air de famille, quoi. C'est-à-dire, il y a de renouveau ou d'ADN, si on veut, peu importe. Mais enfin, c'est parce qu'il y a un apport extérieur à la famille qu'il y a des traits de visage qui sont communs à une famille, puis aussi à l'autre, quoi. Parce que sinon, c'est affreux, c'est morbide. Donc je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est si Nicolas Michelin à sa manière retravaille le projet de Leroux, le traduit, retrouve des fondamentaux, le projette à sa manière au nord, puis pense d'autres choses, on y ajoute de l'agriculture. Vous voyez, ça évolue. Sinon c'est affreux, c'est un truc, c'est un huis clos, et je trouve pas ça même pas intéressant intellectuellement. Mais quand même la trace de l'histoire, elle a son importance. C'est une ville industrieuse. Et industrielle et industrieuse, Villeurbanne. Elle s'est développée comme ça, d'ailleurs, si vite, c'est parce que les industries, les ouvriers et les industries dont avait besoin à Lyon se sont installés là où il y avait du terrain, c'est-à-dire à Villeurbanne, avec une ville qui s'est développée donc sur l'ouest, pour cette raison-là, et une mairie qui était à l'est et pas grand-chose au milieu. C'est pour ça aussi que Lazare Goujon l'a posé au milieu du territoire, son centre-ville. Donc on a des traces comme ça. Il y a un autre terrain de jeu de Nicolas Michelin qui s'appelle le secteur Grand Clément, qui est la partie voie ferrée gare de Villeurbanne, qui est aujourd'hui un tramway qui mène à l'aéroport Saint-Exupéry, où il a une présence. Alors lui, son thème, c'est le déjà là. Donc c'est sa manière de parler de la mémoire de la ville et de le traduire. Donc on choisit aussi des architectes quand on le peut qui y sont sensibles. C'est une manière de traduire les choses. Il y a sur le plan local d'urbanisme structurellement la préservation des zones économiques, par exemple. À une époque où il y a énormément de pression pour faire du logement ou du commerce, je peux vous assurer qu'il faut tenir bon. Mais voilà, on les a gardés. Et quand je parle de tellement économique, c'est aussi du tellement pour de l'activité, pas uniquement du tertiaire, par exemple. C'est une autre manière de garder la mémoire de la ville. Il y a un travail sur l'épanelage aussi, parce que Villeurbanne n'est pas une ville plate, c'est pas haussmannien, c'est pas tout au 6e étage. Il y a rien de plat à Villeurbanne, il y a une petite maison, il y a un grand immeuble à côté, c'est assez échevelé, disons. Certains disent bric et broc, enfin c'est un peu la théorie du chaos, je ne sais pas.
Mais en tout cas, c'est assez vivant. Et donc, lorsqu'un quartier comme la Soie naît, il faut lutter aussi contre la tendance, y compris des architectes d'ailleurs, de faire une ville plate égale. Il faut avoir des différences d'épanelage, il faut qu'on l'aperçoive depuis le sol aussi, parce que si c'est depuis l'hélicoptère, on ne fait pas tous de l'hélicoptère chaque jour, vous voyez. Donc il faut aussi qu'on ait cette perception-là. Voilà, et puis on a fait un inventaire par exemple aussi des arbres, parce qu'il y a des arbres remarquables en ville, et ils n'étaient pas protégés pour certains d'entre eux, donc on les a non seulement répertoriés, mais on a mis des EBC, donc espaces boisés au PLU. Ce qui veut dire que c'est une contrainte extrêmement forte, hein, on ne peut l'enlever qu'à une révision du PLU. Et même si vous coupez l'arbre, vous pouvez pas construire. Donc, parce que c'est le droit des sols. Donc, des choses comme ça, parce que le patrimoine végétal fait partie aussi de la mémoire des lieux. C'est pas toujours facile de le préserver, pas toujours possible aussi. Hein. Mais des fois, il y a un peu de facilité. Un coup de grue, si vous voulez, un coup de pelleteuse plutôt, est un peu trop vite donné. Voilà. Voilà. Donc, mémoire des formes de l'économie. Des sheds, par exemple, des formes de sheds, de toiture en shed. Ubisoft s'est installé récemment à Villeurbanne. On a contraint au maintien de la toiture en shed. Ils en ont fait quelque chose de vraiment très bien. Il y a une lumière zénithale magnifique pour travailler. Ils sont très contents. Hein. On les a un peu contraints, certes, mais ils sont très contents du résultat aussi. Puis après, on a quelques séquences de maisons jumelles, symétriques, 4 maisons ici ou là, qui sont assez remarquables. Alors c'est du patrimoine plutôt ordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire en général à Villeurbanne, mais c'est assez remarquable par leur symétrie, par leur modestie parfois. Enfin, on a des choses. On a beaucoup travaillé sur le patrimoine ordinaire. On n'a pas de château, on n'a pas de fouilles romaines, on n'a pas tout ça à Villeurbanne, et on travaille autrement, tout simplement. Merci beaucoup. Je crois que là, on va devoir interrompre la table ronde. Donc merci à vous tous. C'est quand même assez incroyable de voir en quelques décennies comme la fabrication de la ville change, parce que entre vous deux, c'était vraiment deux mondes. Et puis on voit que Villeurbanne a regardé toute sa capacité d'innovation à travers ce nouveau projet, la façon dont vous l'avez mené à la mairie. Alors merci beaucoup à vous trois. Merci.